l'a vu tout à l'heure dans l'art oratoire, c'est aussi très agréable de parler à une salle pleine. Encore une fois, on sait que c'est compliqué de mobiliser toute une journée pour venir à ce genre d'événement, mais je crois que ça valait vraiment la peine. Et on peut saluer encore eh bien, tous les organisateurs pour la qualité de cette journée. Tout de suite, je vous propose de passer au prix du directeur financier et prix du jeune financier, en démarrant par le jeune financier. Et sans plus attendre, pour le mot d'ouverture, je vous propose d'accueillir Philippe Audouin, c'est le président du jury pour cette édition 2023. Philippe, c'est à vous. Merci Fabrice, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue pour ce temps fort de Financium, la 24e édition du prix du directeur financier de l'année. Créé en 2000 par la DFCG, puis enrichi en 2015 avec le prix du jeune financier dont Fabrice nous parlait à l'instant, cet événement marque chaque année par son professionnalisme et son rayonnement la profession de directeur financier. Nous allons découvrir dans un instant les lauréats de ce prix, mais avant cela, je veux rendre hommage à notre jury qui est largement présent ici au premier rang, composé d'éminents professionnels, anciens lauréats et directeurs financiers. Chers amis du jury, votre expertise, votre engagement, votre rigueur, votre jugement et votre dévouement marquent chaque année le prix et permettent d'être ce qu'il est devenu et ce qu'il reste. Car les choix du jury résultent d'un processus rigoureux qui se déroule en 3 temps. Celui-ci commence par la revue d'une liste de candidats potentiels préparés avec l'aide de nos partenaires qui vont se présenter à vous dans un instant et que je tiens à remercier tout particulièrement ce soir. Cette première réunion du jury permet de sélectionner au sein de cette liste initiale les candidats qui nous paraissent potentiels à ce stade, qui nous paraissent les plus méritants et de leur proposer formellement de candidater et de remplir un dossier. Permettez-moi à ce stade de rappeler que nous ne primons pas une entreprise, nous ne primons pas une opération financière, le Club des 30 fait ça très bien, nous primons un candidat pour l'ensemble de son parcours, une personne. Lors de la seconde réunion du jury, le jury va revoir en détail les dossiers qui ont été remontés et sélectionner parmi ceux-ci ceux qu'il souhaitera auditionner lors de sa 3e réunion. Ces auditions ont lieu effectivement en présentiel et se composent d'un temps de présentation du candidat et d'un temps de questions-réponses. C'est évidemment un temps fort pour le jury et le choix final est arrêté à l'issue de ces auditions. Dans un instant, vous allez ainsi découvrir les directeurs financiers qui, chacun dans son domaine, représentent l'excellence de notre profession et que je félicite par avance pour leur talent, pour leur mérite, pour leur parcours, pour leur réalisation. Bienvenue donc pour cette célébration. Merci à vous tous pour votre participation et votre contribution à cet événement. Et sans plus tarder, je repasse la parole à Fabrice pour la suite de nos événements. Merci Philippe. Voilà, Philippe dont la voix compte bien évidemment dans le choix définitif. Alors, on a très peu de temps, on ne va pas réécouter l'ensemble de l'œuvre de chacun des directeurs financiers, les jeunes comme les plus anciens. On va simplement entendre des pitchs, la présentation du partenaire, et ensuite le pitch en quelques minutes. Ça vous laissera quand même le temps de vous faire une petite idée. Il n'y aura pas de vote malheureusement du public et on remettra le prix en suivant. Voilà la mécanique qu'on va observer. On va faire monter 2 par 2 donc le monteur, en fait le sponsor ou plutôt le partenaire. Alors la première paire c'est Vincent Wallner, associé de Grant Alexander, qu'on peut applaudir, et en compagnie de la première candidate c'est Élise Herbs, la directrice administrative et financière d'Electra. Veuillez nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous pouvez vous mettre bien devant le public. Hein. On a pris des cours cet après-midi, donc on se exactement, droit, de dos droit. On regarde l'assistance. Alors, ce que n'a pas précisé, je me permets d'un petit aparté, c'est qu'on ne voit pas tellement en vrai, parce qu'on a des spots dans la figure.
On démarre avec vous, Vincent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter Élise, son parcours, et ce qui vous a particulièrement intéressé dans son parcours et ce qu'elle a présenté lors des auditions du jury? Absolument. Alors, je n'aurais pas la prétention de présenter Élise Herbst. En revanche, ce qui m'a assez rapidement frappé quand j'ai, pour la première fois, parlé avec Élise, c'est son tempérament d'athlète, de compétitrice. Un mindset à la fois doux et volontaire, et ça c'était très marquant. Et puis ce mindset, en fait, je me suis aperçu que ça lui avait permis, au sein de son entreprise Electra, de mettre en œuvre en très peu de temps, en l'espace à peu près de 2 ans, un certain nombre de choses. Alors, elle a accompagné ses dirigeants sur la stratégie de l'entreprise, mais également, elle a mis en place toute une organisation qui a permis à cette entreprise de bien exécuter. Et on sait que l'exécution, pour une entreprise, c'est clé, c'est capital. Et ce mindset, cet état d'esprit, m'a pas mal parlé parce que nous, pardon. Non, c'est l'autre. Chez Grant Alexander Executive Intérim, pardon, je revenais en arrière. Ce mindset, en fait, on le connaît assez bien. On a développé avec des coachs sportifs un programme qui s'appelle Athlete Thinking et qui permet de définir autour de 9 dimensions de personnalité un certain nombre de traits de caractéristiques de sa personnalité qui permettent, voilà, de s'appuyer en se connaissant mieux sur des points forts. Et voilà, donc j'ai retrouvé ça chez Élise. Donc voilà, je vous demande d'accueillir avec moi, parce que ça en est une belle incarnation de cet état d'esprit sportif, Élise Herbst. Voilà. Merci pour cette introduction. Je ne sais pas si le micro marche. Oui, allez-y. T'en prie. Alors c'est parti pour le pitch de 3 minutes. Bonsoir à tous, les minutes sont comptées. Je vais commencer par vous dire un mot sur mon parcours puisque je travaille depuis plus de 15 ans dans la finance et dans l'investissement dédié aux actifs réels, d'abord dans l'immobilier et aujourd'hui dans l'infrastructure. Une spécialisation dans le montage de plateformes, de business units, de fonds d'investissement de zéro et donc compétences, expériences que j'ai mis au service du projet Electra depuis 2 ans. 2 ans que je vais essayer de vous résumer en 2 minutes, qui est un challenge en soi déjà. Puisque quand je suis arrivée, j'ai rejoint le projet, nous étions très peu, il n'y avait pas d'activité, pas de station. Aujourd'hui, nous avons 130 stations, ça représente 750 places de recharge électrifiées. Nous sommes plus de 160 dans 8 pays, bientôt plus. Et nous avons pour ambition de développer plus de 2200 stations et 14 500 points de charge d'ici 2030. Et donc, vous l'aurez compris, Electra, c'est un réseau de recharge, de recharge rapide pour véhicules électriques. Et ça consiste en la construction, la détention et la gestion de ces stations. On part d'une recharge en une vingtaine de minutes et on adresse à la fois les professionnels et les particuliers, le grand public. On a voulu vraiment se différencier dans le secteur et révolutionner les infrastructures de recharge, puisqu'il y avait un manque sur le secteur, et ça nécessitait de comprendre les enjeux de recharge électrique sur le secteur urbain, milieu périurbain. Aujourd'hui, on fait aussi des autoroutes qui sont très exigeantes en cahier des charges. Il a fallu comprendre aussi l'importance de la recharge de destination, à savoir nouer des partenariats avec des commerces, des hôtels, des parkings. Et ça voulait dire aussi mettre l'expérience utilisateur et la fiabilité au cœur de nos priorités. Ça voulait dire maîtriser notre technologie, être capable d'être réactif, d'être novateur dans la réservation de la place et un certain nombre d'applicatifs novateurs sur le secteur. Notre business model, c'est quoi? C'est acheter, vendre de l'électricité. On se rémunère aussi sur les travaux, sur la gestion. Et donc, on fournit un service qui est essentiel pour la décarbonation de la mobilité. Quel a été mon rôle en particulier sur ce projet? C'est bien sûr construire une entreprise solide, qui est très demandeuse en CAPEX, donc en capitaux. Construire déjà une entreprise solide, pérenne, qui donne confiance. Ça veut dire construire les aspects corporate, juridiques, financiers, RH. Pour 2, nouer des partenariats financiers stratégiques clés. 3, optimiser les levées de fonds. Et ensuite, permettre de leverager la structure et donc de financer à différents niveaux. Et tout ça en parallèle avec un point transverse qui est important et sur lequel je vais insister, les facteurs ESG extra-financiers qui sont au cœur de nos métiers et au cœur de nos valeurs aujourd'hui.
Je finirai par dire qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui est pérenne, qui est durable, qui est en route vers la profitabilité, et la taille critique pour nous permettre d'être un leader européen de la recharge électrique. Et donc, un mot, si le temps me permet, pour dire que l'accent du Chief Financial Officer sur la créativité et la vision du futur, l'anticipation. Merci. Merci Élise. Sur le gong, bravo. Voilà pour cette présentation. Alors, vous allez rester sur scène si vous voulez bien. On va appeler alors, l'autre candidate qui, je crois malheureusement, n'a pas pu être parmi nous. Je vous demande d'accueillir Gwenaëlle Dogaszewski de Dauphine qui va nous parler du deuxième candidat, Nicolas Roux, le CEO, le DAF de Malt Community. Ça a changé, pardon. Oui. Nicolas. Bien, bonsoir à toutes et à tous. En fait, c'était un running gag pour ceux qui étaient là l'année dernière, puisque Gwenaëlle devait déjà venir, elle n'était pas là, j'avais pris sa place, donc ça devient une habitude. Voilà, donc c'est moi qui vais la représenter ce soir. On accueille Nicolas Berland, bien sûr, voilà. Vous avez... Exactement. C'est vrai qu'on a mis nos tablettes un petit peu. Alors, Nicolas, c'est vrai qu'on excuse effectivement Nicolas Roux qui ne peut pas venir, qui ne peut pas être parmi nous, donc à vous. Alors, peut-être pas de pitching, mais vous voudriez nous présenter déjà le parcours. Qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans cette candidature? Alors, il faut y aller direct, hein, c'est un CFO super moderne en fait. Hein. Lors de l'audition, il n'était pas là, il était à distance parce que sa femme était sur le point d'accoucher, donc bravo à lui. Et ce soir, il n'est pas là parce qu'elle a accouché. Donc moi, je salue cet engagement. Vous voyez, les temps changent et c'est voilà. Je crois que rien que pour ça mérite notre respect. Donc bravo à lui. Donc Nicolas, c'est le CFO d'une entreprise qui s'appelle Malt, en fait, qui est une plateforme d'intermédiation entre entreprises et freelance. Et c'est donc un projet qui porte des valeurs qui nous sont chères, des valeurs d'innovation, de réussite professionnelle. Pour nos étudiants, c'est un parcours qui est très très inspirant. Il a commencé avec des fonctions de FP&A en fait en entreprise. Ensuite, il a continué en tant que finance manager sur son entreprise. Il a rejoint Malt comme CFO en 2017. Et là, il a vécu une expérience formidable puisqu'il a accompagné en fait une série D avec plus de 60 millions d'euros de budget qui ont été levés. Donc voilà, on a été très très touchés par les valeurs humaines. Hein. Vous voyez, l'anecdote que je vous ai donnée au départ l'illustre assez bien par les valeurs humaines que dégage Nicolas dans sa présentation. Il anime il a su monter, il anime une équipe aussi qui est de finance, qui est multinationale. Il a fait preuve d'une très très grande pédagogie pour nous expliquer son métier, des concepts techniques, des outils de la finance. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tous fait une très bonne présentation pédagogique. Hein. Voilà, donc on va l'entendre, je crois qu'il y a un petit film sur lui, non? Il me semble. Alors, est-ce qu'on a un film? Est-ce qu'il nous a envoyé une petite vidéo de là où il est? Bonsoir à tous. Alors, je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir, mais je tenais à faire mon pitch, mettre en avant Malt et mettre en avant cette équipe finance dont certains membres sont dans l'audience ce soir. Alors Malt, c'est pas une marque de bière, même si on a dernièrement produit une très bonne petite cuvée sans alcool à l'occasion de nos 10 ans. Malt, c'est une marketplace donc, qui permet la mise en relation entre freelance et consultants indépendants. Donc consultants indépendants dans les domaines de l'IT, stratégie, finance, management de transition, etc. Avec des clients, des sociétés de toute taille, allant de la TPE jusqu'au grand groupe coté. Et on travaille notamment beaucoup avec les comptes du CAC 40. Alors moi, j'ai rejoint Malt en 2017 en tant que DAF, premier recrutement finance, à une époque où Malt c'était moins de 40 collaborateurs et Malt était présent uniquement sur le marché français. Alors depuis, la société a grandi, s'est internationalisée, a réalisé sa première opération M&A d'envergure. Et maintenant, l'équipe finance, c'est 25 personnes de 10 nationalités différentes et avec une parfaite répartition femmes-hommes. Et le projet que j'ai présenté au jury il y a quelques semaines, c'est finalement cette formidable aventure de croissance pendant laquelle on est passé de 50 000 à 600 000 freelances sur la plateforme, de 1 à 10 marchés et de 40 à quasiment 700 collaborateurs. Et comment la finance a pu être mise au cœur de ce réacteur de croissance. Et on a eu la chance de contribuer à de nombreux projets sur les dernières années, mais il y en a un en particulier que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est le financement aux freelances. Financement aux freelances qui permet à ces derniers, lorsqu'ils réalisent un projet sur Malt, d'être payés sous 72 heures, quand bien même le client final, lui, paye à 60 jours, et avec la contrainte de ne pas impacter le BFR de Malt, puisque Malt n'aurait pas la trésorerie nécessaire pour le faire, au vu du volume.
Et donc ça, on le réalise grâce à une infrastructure qu'on a développée, qu'on a automatisée, et qui est complètement intégrée à des partenaires de financement, et qui permet à l'heure actuelle le financement de plus de 5000 factures freelance par mois, pour un montant de plus de 40 millions d'euros. Et la raison pour laquelle je voulais le mentionner avec vous ce soir, c'est parce que pour moi, ça symbolise comment une équipe finance, donc une équipe support, peut contribuer à la création de valeur, à l'amélioration d'un produit, d'un service. Et le paiement en temps et en heure aux freelances chez Malte, c'est évidemment un service qui est critique pour les freelances. Alors en conclusion, il me reste quelques secondes. Je suis ravi d'être là ce soir et cette nomination pour moi, alors elle récompense une personne, mais pour moi elle récompense le travail de toute une équipe. C'est ce que vous l'aurez compris, c'est ce que je voulais mettre en avant ce soir, parce qu'on a beau être une société tech où tout va très vite, tout ça, ça ne reste qu'une histoire d'hommes et de femmes qui travaillent et grandissent ensemble au quotidien, et c'est ce que doit récompenser cette nomination. Je vous remercie à tous, bonne soirée. Merci. Merci Nicolas Roux, effectivement, qui a bien sûr parfaitement respecté le timing. Ça, c'est... Voilà, pour ceux qui connaissent pas mal, excellente plateforme. C'est vrai que dans beaucoup de métiers freelance, web design, caméraman, des métiers du média, on a recours à Malte, et c'est vrai que le système de financement est absolument bluffant, puisqu'il y a cette avance de trésorerie, entre guillemets, pour pas pénaliser ceux qui ont fait déjà l'émission. On continue, Nicolas, on continue avec vous. Vous avez la lourde tâche de nous présenter le troisième candidat également. Et on va accueillir tout de suite Clément Thiré, le CEO d'Innovafeed. Même question, Nicolas, qu'est-ce qui vous a séduit dans le parcours, sinon le projet de Clément chez Innovafeed? Alors c'est absolument fascinant de participer à ces auditions, parce qu'on a toujours des présentations tous les ans en fait qui sont assez exceptionnelles, alors dans des styles très très différents. C'est ça qui est assez incroyable. Et Clément, il avait un style très particulier et un positionnement très particulier. Alors positionnement particulier parce qu'il a un parcours qui est atypique en fait pour un CFO. Il est d'abord passé par le CIRI comme secrétaire général du CIRI en s'occupant de restructuration industrielle. Alors voilà, ça c'est assez particulier. Et ensuite, il a changé de casquette, donc une forme de remise en cause qu'il faut saluer, pour rejoindre en tant que CFO en fait Innovafeed. Donc déjà, c'est un parcours assez original. Et puis, ce qui était très original dans sa présentation, c'est la façon dont il a abordé le problème. Une très très forte introspection en fait. Moi, j'ai vraiment goûté, mais j'ai apprécié toutes les présentations, hein, mais j'ai vraiment goûté votre présentation. Il y avait une très forte introspection sur qu'est-ce que c'est que d'être directeur financier. Alors, on a l'impression de ne plus être un membre du jury, mais un psychologue en fait qui écoutait en fait un passage, et c'était très très intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous de vivre ce genre d'expérience où on a des présentations qui sont très différentes et tellement enrichissantes. Alors Clément, il travaille donc, il est CFO d'Innovafeed, qui est une entreprise de biotechnologie qui produit une nouvelle source de protéines issues de l'élevage d'insectes pour la nutrition animale. Et je crois que ce soir c'est vous qui faites le buffet, non? C'est ça pour Là, il n'y a plus personne qui reste. Vous allez me voir gagner. Voilà. Donc, voilà. Donc là aussi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté, l'articulation entre votre travail de CFO et puis l'innovation derrière. Quand on est à l'université, quand on est chercheur, on baigne là-dedans à 100%, et je trouve ça très très intéressant. Je vous laisse la parole. Merci Clément. Merci beaucoup. Clément, c'est parti pour 3 minutes, votre pitch. Bonsoir à tous et merci pour cette présentation. Je suis donc Clément Thiré, le CFO d'Innovafeed. J'ai 35 ans et ça fait 3 ans que j'ai ce rôle de CFO chez Innovafeed. Donc en quelques mots, Innovafeed, c'est le leader mondial de la production d'ingrédients à partir d'insectes. Donc concrètement, on élève une mouche tropicale qui s'appelle la mouche soldat noire. On l'élève dans des grandes fermes verticales à la pointe de la technologie et on transforme ces insectes en ingrédients durables pour la nutrition animale, en remplacement de farine de poisson, de farine de soja, d'huile tropicale qui, comme vous le savez, sont source de surpêche, de déforestation et d'autres maux environnementaux. Quand j'ai rejoint la société il y a 3 ans, elle comptait un peu moins de 100 salariés, elle opérait uniquement un petit pilote dans le nord de la France, et 3 ans plus tard, elle opère la plus grande ferme verticale d'insectes au monde. Elle est implantée aux États-Unis, elle compte plus de 400 collaborateurs et elle a signé pour plus d'1 milliard de contrats sur les 10 prochaines années avec le numéro 1 et 2 mondiaux de l'agroalimentaire. Ça a été une sacrée aventure. Et donc, bien sûr, la question de ce soir, qu'est-ce que l'équipe finance a fait en soutien de cette trajectoire assez incroyable ?
La première chose que mon équipe a faite sous ma direction, ça a été de construire la stratégie financière qui permet de déployer ce projet. Et en fait, dans un business comme le nôtre, qui dit start-up industriel, dit CAPEX, qui dit CAPEX dit besoin en financement important. Et donc l'accès au financement et l'accès à un financement le moins onéreux possible est un facteur clé de compétitivité, est une barrière à l'entrée. Donc il a fallu s'entourer des investisseurs qui étaient capables de soutenir un projet de cette nature. Et en fait, les startups industrielles, c'est un peu une nouvelle classe d'actifs qui n'est pas si facile à faire financer par le privé parce que la courbe en J, elle est assez profonde et les retours, ils sont assez lointains. Donc il faut trouver les bonnes personnes. Et donc nous, on allait chercher des investisseurs de long terme, des fonds souverains, des investisseurs stratégiques qui, par leur entrée au capital, étaient aussi capables de dérisquer le business pour lui apporter les fonds nécessaires. Il a aussi fallu abaisser le coût du capital et donc pour ça, on est allé chercher de l'endettement. Quand on est une start-up, je pense que Edis ne dira pas l'inverse, c'était pas facile d'aller chercher de la dette. Donc pour moi, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à constituer un pool de prêteurs qui finance une bonne partie de nos CAPEX et qui démontre par là même la confiance qu'ils ont dans le projet et le caractère scalable de notre modèle. Et donc tous ces efforts de stratégie financière se sont conclus par une levée de fonds donc de 300 millions d'euros qu'on a conclu l'année dernière avec des partenaires de premier plan. En parallèle de ça, il a bien sûr fallu construire la fonction finance, donc faire grandir l'équipe, la processer, l'outiller pour produire une donnée financière de qualité sur laquelle on peut se baser pour informer la décision stratégique. Et donc aujourd'hui, avec ces 3 ans de recul et cette trajectoire assez incroyable, moi ce que j'en retiens, et je suis très flatté en fait que le jury ait retenu ce projet pour 2 raisons, pour 2 signaux. Bon, le signal que ça envoie à mon équipe de grande qualité qui fait briller la fonction finance dans l'entreprise, mais aussi le signal que ça envoie à l'écosystème des startups industrielles. J'ai envie de leur dire, je sais que c'est difficile. En fait, une startup industrielle, c'est faire l'Everest par la face nord, c'est vrai, mais quand on a la bonne cordée, je pense que c'est possible. Donc, pour finir, j'ai envie d'envoyer ce message d'espoir et de motivation. La France en a besoin, donc entrepreneurs de startup industrielles, relevez le défi. Merci Clément. Voilà, parfait. Alors, je vais vous demander de rejoindre le centre. Voilà, on n'a pas qu'on voit nos 3 candidats en lice ainsi que leurs parents entre guillemets. Et je vais demander aussi aux membres du jury, voilà, qui sont présents dans la salle, de nous rejoindre pour la remise du prix. Avec en particulier le lauréat de l'an passé qui va donc remettre le prix, c'est Séverin Henry, le VP Finance de Conto. Vous avez un micro, non? On va prendre un micro. Voilà, merci aux membres du jury de nous rejoindre, comme ça on va bientôt annoncer. Avancez-vous un petit peu pour la photo finish. C'est vrai, vous étiez à la même place l'an passé, peut-être pas sur une scène aussi grande. J'ai envie de vous poser la question juste avant la remise du prix. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que votre vie a changé? Alors non, je vais être très décevant, mais ma vie n'a pas changé. Elle a continué. Non, ça m'a absolument rien changé dans ma vie, si ce n'est évidemment une superbe reconnaissance qui est apportée par un panel d'experts, de financiers reconnus que j'admire, voilà, et que j'aspire à suivre pour la suite de ma carrière. Donc c'était beaucoup de reconnaissance évidemment personnelle, mais également, et je pense que ça a été mentionné par les 3 candidats, pour le travail que produisent aussi nos équipes au quotidien et sans qui en fait nous ne sommes rien. Et notre travail il n'existe que parce que nous sommes capables de guider, de diriger et de faire grandir nos équipes dans notre sillage. Et pour ça a été une source de très grande fierté, évidemment, et de grande motivation pour les équipes. Voilà, et bien écoutez, c'est le moment tant attendu. On va remettre donc ce premier prix de la soirée. Et c'est le grand. Et le nom du vainqueur, c'est marqué dessus. Le nom du vainqueur, c'est Élise Herbst. Élise Herbst. Electra. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux dire un mot. Bien sûr, allez-y. Déjà, je voulais remercier avant toute chose mon équipe qui, en fait, on a tous le même message, mais c'est vrai, qui est en plus présente aujourd'hui pour une bonne partie. Donc merci de m'avoir accompagné ce soir, mais surtout ces dernières années et ces derniers mois, parce que évidemment, sans vous, il n'y a pas de prix ce soir. Merci de m'avoir fait confiance. J'en profite pour dire merci aux fondateurs qui m'ont fait confiance aussi au début.
Et puis à nos partenaires financiers qui, encore une fois, nous ont fait confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas ces entreprises industrielles qui sont importantes. On l'a tous en tête, mais importantes pour le pays, pour la France, pour la réindustrialisation, pour le futur. Un futur qu'on veut le plus vert et le plus durable possible. Voilà, merci. J'espère que ça va donner aussi envie. Je suis obligée de mentionner, messieurs, que je suis la seule femme sur cette estrade. J'espère. Seule femme, mais lauréate. Voilà. Je ne pensais pas dire ça ce soir, mais il se trouve que je suis la seule femme. J'espère que ça donnera envie et donnera des vocations aussi pour d'autres financières, parce qu'on en a besoin. Voilà. Voilà, et on applaudit aussi Clément, évidemment, qui est là. Bon, Nicolas n'est pas là. Oui. Voilà, avancez-vous peut-être pour faire la photo. Vous pouvez vous mettre au milieu. Mettez-vous là, c'est bon pour les photos ? On est OK. Eh bien, écoutez, un grand merci. Bravo à tous. Je voulais juste souligner, je vous laisse regagner vos places, chers amis. On va passer au DAF dans un instant. Souligner que, voilà, regardez les 3 prix, en tout cas du jeune financier, on est vraiment dans la transformation, et pas seulement la transformation digitale. Bien sûr, Malte, on a parlé de la communauté, ça se passe sur Internet. Des nouvelles façons de se nourrir ou de nourrir les animaux qui vont ensuite nous nourrir. Et puis, bien sûr, Electra, les prises électriques, l'électromobilité. On en parle, on est vraiment en prise avec voilà, ces transformations qui sont en cours. En tout cas, un grand merci à tous. On passe à la deuxième partie, donc le prix du directeur financier. On va garder la même mécanique avec le partenaire et un des candidats qui va pitcher. Un petit peu plus de temps pour l'aspirant au trophée du directeur financier de l'année. Ce sera 5 minutes. Je vous demande d'accueillir tout de suite la première paire. C'est Pascal Redron de 8 Advisory, Managing Partner, et Hilary Maxson, directrice financière, membre du COMEX de Schneider Electric. Eh bien, on démarre avec vous, vous connaissez l'exercice. Ouais. Désormais. On y va. Bonsoir à tous. Alors, je suis évidemment très honoré, au nom des 800 collaborateurs et des 100 associés de 8 Advisory, de présenter Hilary, qui est donc directrice financière groupe de Schneider Electric. Alors, chez 8 Advisory, on fait du conseil financier, fiscal, opérationnel, dans des situations de transaction, de restructuration, de transformation, dans des contextes nationaux ou internationaux. Et à ce titre, le parcours d'Hilary est tellement impressionnant que j'aurais vraiment été ravi qu'elle fasse partie des associés de 8 Advisory. Je lui envoie un message ce soir et franchement, vous allez voir, je vais vous en dire quelques mots, c'est tout à fait spectaculaire. Alors Hilary, elle est citoyenne américaine, elle est diplômée de l'université Cornell où elle a eu une licence en économie appliquée gestion, un MBA. Avant Schneider Electric, elle a eu un parcours très riche avec des rôles en finance d'entreprise, en marché de capitaux, en évaluation, modélisation financière, en fusion-acquisition bien sûr, en stratégie, en opération, en transformation numérique et dans des secteurs tels que la banque, l'énergie et où elle a officié pendant 12 ans au sein du groupe AES. Elle a une expérience très internationale avec des postes bien sûr aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, au Cameroun. C'était très courageuse d'aller là-bas, en Asie et en Europe. Et elle a rejoint Schneider Electric en 2017 et elle est donc directrice financière du groupe depuis 2020 et membre du comité exécutif. Alors, elle est actuellement à la tête d'un grand projet de transformation qui s'appelle One Finance, je n'en dis pas plus, qui implique plus de 4000 collaborateurs de la finance chez Schneider Electric et je pense qu'elle nous en dira quelques mots après. Alors, j'ai juste retenu 2 choses dans le cadre de son audition, moi, qui m'avaient marqué. La première chose, c'est qu'elle a souligné le fait qu'aujourd'hui, pour elle, la fonction du directeur financier a beaucoup évolué ces dernières années et qu'aujourd'hui, le directeur financier, c'est vraiment le copilote de l'entreprise aux côtés du CEO, parce que certes, il s'occupe des sujets financiers, mais également opérationnels, stratégiques, en matière d'ESG, de gouvernance. La deuxième chose qui est importante aussi, que j'ai retenue dans son discours, c'est que le directeur financier et ses équipes produisent de l'information, ils analysent cette data, mais également ils en sont les garants absolus en termes de qualité, de disponibilité, et je crois que ça c'est essentiel.
Enfin, dernier point qui m'a aussi marqué, comme tous les membres du jury, c'est qu'Hilary a vraiment une dimension humaine très très forte. Elle nous a beaucoup parlé de ses équipes, du fait qu'elle souhaitait qu'ils trouvent un bon équilibre professionnel, notamment pour les parents, pour qui c'est pas toujours facile de gérer à la fois le rôle professionnel et personnel. Donc pour ça, merci beaucoup. Je vous passe la parole. Hilary, c'est à vous. Vous pouvez vous mettre un petit peu plus haut. Et vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. C'est peu, mais c'est le timing. D'accord, merci. Grand désolé, mais je vais parler en anglais. Pardon, I didn't have time to practice in French, so I will speak in English. And quite a bit of what I was going to say, I believe that you may have said in French already. But I'll just speak for a moment on myself, a moment on Schneider, the role of finance in Schneider, which I think is changing, the role of the CFO generally, which I think also is changing quite a bit in the world today, and then a quick closing. And I'll certainly try to keep to the 5 minutes. So I think, as was already mentioned, I'm Hilary Maxson. I'm the CFO of Schneider Electric. Maybe some points that weren't mentioned. I'm married. I live in France today, in Paris, and I have 2 children who do speak French fluently, actually, and go to the French school in CP and CM2. So I do a lot of French homework, so it's helping me. It's helping me as I go. I did start my career in investment banking. I'm very excited about transition, and I've spent quite a bit of my career after investment banking, almost 20 years in energy, so very focused on the energy transition. Of course, the financial piece of that, but the energy transition. And then I really, really like leading teams. Realistically, I don't actually do too much, actually. It's my team that does everything around me, so that's really what excites me probably on a day-to-day basis. To talk a little bit about Schneider, Schneider is the market leader in energy management and various pieces of industrial automation. We specialize in electrification and digitization in the sectors that we work in. Electrification being a very hot topic today, nowadays, obviously, around the energy transition. Our biggest markets are the US, China, and India. And we are, interesting fact, I would say, if you look at us in software, so just the software that we run, we're among the top 30 software companies in the world. We just spoke at our Capital Markets Day, lots of mega trends in the world going our way. So in fact, we see markets in front of us at plus 6 to 7%. That's a marked change for industrial capital goods that for a couple of decades before that grow close to 0%. So really need to adopt a growth culture at the company, and finance has a big role to play to that. In 2020, when I became the group CFO of Schneider, I would say that the finance team at Schneider had a great role in business partnering, already had a seat at the table with business in order to partner. However, we were not able to bring all of the right analytical insights at that time because we had a real difficulty in mastering our data, mastering our systems, mastering our processes. So in 2020, we started a big finance transformation to master our 79 ERPs, our many hundreds of ancillary systems, to really make data as an asset for us at the company and beyond the company. Also looking for automation of internal controls. So we've put together the one finance transformation, bringing together all 4,000 people. We were a bit siloed onto one team, not organizationally, but in mindset, to try to deal with these issues. And our role today, we're really looking as one team to deliver scalable growth for the company, mitigate risk, and build one version of the truth to build trust across Schneider Electric. And I'll just touch 1 minute then on my role as CFO and how that changes. What does it mean to be CFO for me? First and foremost, like any leader, my role is to lead a great team. To lead a great team through big transformations, both in finance and outside of finance. Schneider itself is going through a big business transformation. We have a huge market opportunity in front of us. That means we need to transition to a growth culture. So I need to put all of the elements together in finance, from internal controls to data, to having the right information in the right place with the right people. That's a
big transformation, while at the same time partnering with the CEO. He said today that the CFO is the more conservative of the pair that we have, making sure we don't do anything stupid, but at the same time not missing the huge opportunities we have in front of us as a company. So in conclusion, I would say that role of CFO is really, really transforming. Always we've had a seat at the table, but to really be the owners of data, digitalization within the company, making sure that we do with our information what we need to do to make the right, sometimes a bit more conservative decisions than the CEO, but really drive growth for the company. So I'll stop there. Congrats. Well done. Merci Larry. Voilà, c'est dur de résumer tout ça en un instant. En plus, on est perdu, super images. En tout cas, on a compris le projet. Un grand merci. On va appeler tout de suite la deuxième équipe, entre guillemets. J'appelle Stéphane Lénès, partner, toujours chez 8 Advisory, Managing Partners, et Pascal Chaffard, directeur général adjoint finance, performance et stratégie de la Française des Jeux. Je vous en prie. Stéphane, on démarre bien sûr avec vous. Qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours et dans la présentation de Pascal? C'était il y a quelques jours. Alors, en fait, c'est assez marrant parce que depuis qu'on est cet après-midi avec vous, on a entendu un certain nombre de sujets qui résonnent forcément pour 8 Advisory, puisque moi je porte une équipe qui est dotée d'une centaine de personnes qui intervient spécifiquement sur tous les sujets à destination du CFO. Donc tout à l'heure, on a parlé de trésorerie, c'est un sujet qu'on traite. On a parlé d'IA, c'est un sujet qu'on traite. Pascal va parler d'un certain nombre de sujets de transformation et c'est des sujets qu'on traite aussi. Donc ça veut dire que tous ces sujets-là, on les traite au quotidien. Et donc c'est pour ça que je me sens un peu comme un poisson dans l'eau. Mais surtout, ce qui est l'important aujourd'hui, c'est Pascal. Et donc ce qui m'a, moi, marqué le plus dans le parcours de Pascal, c'est qu'en fait, il a fait 23 ans, si je ne me trompe pas, chez la Française des Jeux. Mais il est passé par plein de postes différents et en fait il n'a pas dû s'ennuyer puisqu'il a fait du contrôle de gestion, du marketing, de la stratégie, de la transformation et aujourd'hui il est directeur général en charge de tous ces sujets-là. Il a surtout accompagné, et moi c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est l'énergie qu'il nous a transmise le jour de sa présentation et il a un maillot sur lui avec un logo FDJ, ça c'est clair. Et donc le sujet c'est comment tu nous fais passer ça maintenant et comment tu nous expliques tout ce que tu as fait pour faire passer de l'ancienne Française des Jeux vers la nouvelle Française des Jeux. Et donc, je te passe la parole pour que tu illustres tout ça à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout ça en 5 minutes. Donc, je me suis fait un peu aider par des papiers, parce que je suis très bavard. Le gong va retentir et c'est parti effectivement pour le pitch de 5 minutes. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi et très honoré d'avoir l'opportunité aujourd'hui de mettre en avant mon entreprise. Et également le travail des équipes finance, c'était dit avant, mais les équipes c'est très important. Alors d'abord peut-être quelques mots sur FDJ, c'est un des leaders mondiaux des jeux d'argent et de hasard. C'est le leader en France avec un peu plus de 20 milliards de mises, 25 millions de clients dont 5 millions en digital. C'est 30 000 points de vente, c'est le plus large réseau de France. FDJ a été privatisée et est cotée maintenant à la Bourse de Paris depuis fin 2019. Elle fait partie du SBF 120. Sa capitalisation boursière est de un peu plus de 6 milliards. Et le chiffre d'affaires, c'est plus de 2,5 milliards et l'EBITDA de environ 600 millions. Alors c'est un groupe à taille humaine, on est 3000 environ, mais qui fait en fait vivre une filière de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le track record de FDJ, c'est de la croissance continue, de l'innovation. C'est un groupe de tech, parce qu'en fait, on ne le sait peut-être pas assez, mais derrière le jeu, c'est du digital et de la tech. Le groupe a aujourd'hui une ambition forte de développement à l'international, qui s'est concrétisée cette année avec l'acquisition de la loterie irlandaise. Alors FDJ, c'est aussi un groupe très engagé. Nous nous sommes dotés d'une raison d'être dans nos statuts. FDJ, c'est un leader en matière d'ESG. On est classé dans les 20 entreprises les mieux notées parmi les plus de 5000 qui sont notées par Moody's ESG. Alors, me concernant, ça a été un petit peu dit, mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière au sein du groupe FDJ. J'ai exercé plusieurs métiers, des responsabilités variées, j'y reviens pas. J'ai alterné des postes plutôt de type finance ou stratégie et des postes plus opérationnels. Je me mettais directeur marketing pendant quelques années. Alors, mon fil rouge a quand même été les fonctions financières, et ce qui me définit le mieux sans doute aujourd'hui, c'est la transformation.
Alors en effet, le groupe FDJ s'est beaucoup transformé, il a beaucoup grandi, et j'ai eu la chance de l'accompagner dans toutes ces transformations, comme notamment l'ouverture à la concurrence d'une partie de son activité, ou encore la privatisation, et aujourd'hui son internationalisation. Alors j'ai en charge la finance, les achats, le pilotage de la performance, la stratégie, l'innovation, ce qui me donne et donne à mes équipes tous les leviers pour transformer le groupe de l'amont, de la définition de la stratégie, jusqu'à l'aval, le pilotage de son exécution. Alors, je voulais peut-être revenir aujourd'hui un petit peu sur une transformation majeure que le groupe a connue ces dernières années, que j'ai eu la chance, l'immense chance de conduire. C'est le passage d'une entreprise publique à une entreprise privée et cotée. Alors, c'est un projet de 3 ans qui a mobilisé plusieurs centaines de personnes et profondément changé le destin du groupe. Alors, la partie visible de ce projet, c'est les 6 derniers mois, c'est l'exécution de l'opération qui ont abouti à la cotation qui a été mise en place il y a à peu près tout juste 4 ans d'ailleurs. L'opération, elle a été un très grand succès. Elle a été sursouscrite 9 fois pour les professionnels, 3 fois pour le retail. Et il y a 90% des salariés qui y ont participé et on a pu pricer l'IPO au plus haut de la fourchette. Alors, ça a été la plus grosse IPO et privatisation en France depuis 2005 et la plus grosse aussi IPO dans le secteur des jeux d'argent dans le monde. Alors je voulais plutôt insister ce soir sur le travail de l'ombre qui a duré plus de 2 ans et demi de préparation et en particulier saisir cette opportunité pour remercier les équipes qui l'ont piloté. Alors, on a mené 3 chantiers majeurs. Le premier, c'était préparer le groupe, travailler sur sa stratégie, son equity story, sa gouvernance, son modèle opérationnel, son organisation, ses KPI, etc. Le deuxième gros chantier, c'était évidemment de transformer la fonction finance pour la porter au meilleur niveau, au niveau des meilleures pratiques de place. Et j'ai eu la chance de pouvoir constituer à ce moment-là une équipe que j'appelle ma Dream Team, qui a été en capacité de relever ces défis. Et le troisième chantier, c'était de refondre le cadre réglementaire et fiscal. Ça, c'est beaucoup moins connu, mais on a dû aussi revoir l'ensemble des textes qui régissent une activité très régulée. Alors ça a été une aventure professionnelle unique, mais ça a été aussi et surtout une aventure humaine formidable avec une équipe qui a porté le projet et grandi avec lui. La qualité de notre travail de transformation, elle a été validée finalement très vite après l'IPO puisqu'on est passé sans transition de l'euphorie du succès à la crise Covid. C'était quand même une bonne chose, enfin pas la crise Covid, puisqu'on a pu très bien passer cette crise grâce à la transformation qu'on avait menée. Et les équipes finances ont été à la manœuvre et même on a réussi à préserver les EBITDA et même augmenter le taux de marge dans une année 2020 qui était marquée par 10% de baisse de notre chiffre d'affaires. Alors peut-être pour terminer, ensuite le groupe a continué à grandir avec l'accélération de sa digitalisation, sa croissance dans le online gaming et puis le début de son internationalisation, je le disais au début. À chaque fois, la finance, elle a été le catalyste de ces changements, le business partner, le fer de lance de la transformation, y compris culturelle, et je suis très fier de ça. Si on prend un exemple comme l'ESG, aujourd'hui, la finance au sens large, elle a pris en main le bouleversement de ce levier majeur. Je termine, j'en ai pour une phrase. Donc ce que je voulais, c'est à nouveau remercier le jury de m'avoir permis d'intervenir ce soir au milieu d'un plateau extrêmement relevé, donc c'est très valorisant, pour aussi valoriser le travail des équipes de FDJ qui ont non seulement parfaitement réussi l'opération de privatisation, mais le run, c'est-à-dire dans la durée, le faire fonctionner ensuite, et même par gros temps, en continuer à transformer en profondeur le groupe sans qu'il en perde son âme. Merci de votre attention. Merci Pascal. Eh oui, ça déconcentre ce petit gong. Merci pour cette présentation. On vous retrouve dans un instant. Merci beaucoup. On continue avec la présentation et les pitchs, dernier pitch de la journée d'ailleurs. On va écouter dans un instant Nathan Sridhar, c'est le groupe Chief Financial Officer de Saint-Gobain, on va peut-être entendre de nouveau en anglais, et il est accompagné par Grégoire Borin, associé chez Grant Alexander. Grégoire. Bonsoir Fabrice, bonsoir tout le monde. Sridhar, Nathan, welcome. Alors 60 secondes pour présenter un CFO aussi international que Sridhar, c'est presque une mission impossible. Je ne m'appelle pas Ethan Hunt, mais je vais quand même essayer de relever le défi. Moi je suis ravi d'accompagner Sridhar parce que l'international,
Voilà, depuis que j'ai démarré ma carrière dans le domaine de l'approche directe en finance d'entreprise, c'est un peu my special cup of tea, c'est un peu mon dada. Et ça tombe bien, puisque Grant Alexander, depuis janvier 2022, a rejoint un réseau international fédérant 50 cabinets, possédant 90 bureaux dans le monde et baptisé InterSearch. Voilà pour le contexte. Alors, présenter Sridhar, pour moi, c'est présenter évidemment un CFO d'origine indienne et un CFO qui est l'illustration parfaite de la mondialisation du marché des talents. Sridhar, c'est un parcours mono-employeur. Sridhar a démarré sa carrière en 1994 au sein de Saint-Gobain. Donc il affiche au compteur presque 30 ans de fidélité à la même paroisse. Et je trouve cela d'autant plus remarquable qu'aujourd'hui, nos jeunes financiers s'impatientent au bout d'1 an et demi, 2 ans, réclament un avancement professionnel. Et s'ils ne sont pas satisfaits, vont voir ailleurs. On peut faire des très belles carrières en restant fidèle au même employeur. Et ça, c'est absolument remarquable. C'est une caractéristique de Sridhar qui est quelqu'un d'extrêmement loyal, intègre et dédié. Le parcours de Sridhar, en fait, comprend 2 allers-retours que j'ai trouvé très stratégiques entre son pays d'origine, l'Inde, et la France. Et ces allers-retours lui ont permis à chaque fois de s'exposer au top management français, de se faire connaître au sein du siège et du top management, mais aussi, je pense, de s'approprier à la fois nos idiomes, notre magnifique langue française et toute notre complexité culturelle. Et ça, Sridhar l'a fait avec un talent démesuré. Voilà. Et son 2e retour en France est absolument gagnant. Sridhar revient en France en 2018 en qualité de CFO de la Business Unit High Performance Material. J'y suis arrivé. Et 1 an plus tard, Pierre-André de Chalandard va venir trouver Sridhar pour lui proposer de devenir groupe CFO. Et là, Sridhar a l'humilité de nous dire « J'ai hésité, je me suis demandé pourquoi moi, et puis j'ai fini par accepter. » Voilà. Et ça, c'est toute la personnalité de Sridhar. Voilà, qui est authentique, qui est un homme, moi, qui m'a profondément touché. Depuis le tout premier appel téléphonique où j'ai été accueilli avec une bienveillance et une cordialité rarissime, depuis son accueil au 35e étage de la Tour Saint-Gobain, ça aussi je ne l'oublierai pas, un accueil cordial, une visite du 37e étage pour me montrer à quel point Saint-Gobain était devenu un groupe qui transformait l'habitat, visite formidable. Et puis effectivement une audition qui a été remarquable parce que Sridhar a accepté d'interrompre un voyage d'affaires en Inde pour revenir pour cette audition, pour nous voir en chair et en os et pour nous convaincre. Et en plus, il avait la mauvaise place, puisque c'était le 6e et dernier candidat de la journée. Donc autant vous dire que nous, jury, on était quand même un petit peu cuits, un petit peu sur les rotules, et que Sridhar, il est rentré dans cette salle d'audition comme un taureau dans l'arène, avec son grand sourire, avec sa poignée de main cordiale, et il nous a réveillés, il nous a embarqués, il nous a séduits, il nous a comblés. Bon, Grégoire, c'est bien vendu. Voilà. Merci, on a envie de vous écouter. Ça vous met un petit peu la pression. 5 minutes, Sridhar, pour compléter le parcours. French, English? On m'a dit qu'il faut absolument parler en français. Ah bah très bien. Bravo. Sincèrement, quand j'ai eu Hilary, elle était en train de parler en anglais, j'étais tenté de dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je n'ai pas la flexibilité ?» Bon, écoutez, je n'ai rien préparé parce que après avoir écouté Grégoire, j'ai rien à ajouter. Bon, quand même, quand je suis là ici, donc j'ai dit 2 mots. C'est vrai que je rejoins Saint-Gobain il y a 30 ans comme un contrôleur de gestion dans une usine en Inde. Et quand j'étais là, je suis venu chez Saint-Gobain. En réalité, je pensais que peut-être c'est 3 ans comme un jeune contrôleur qui va rester, apprendre et bouger. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Saint-Gobain m'a donné une expérience très riche que je n'avais pas le temps pour réfléchir l'alternative et j'étais resté depuis 30 ans chez Saint-Gobain. Une expérience très riche, y compris 2 fois d'expatriation, Grégoire a déjà dit, et aussi un job opérationnel, j'étais DG pour 8 ans, qui m'a appris énormément comment on gère le business, qui m'a aussi permis pour réorienter le rôle de financier. Parce que le financier, c'est vraiment un rôle stratégique, un colonne vertébrale de société. Un financier qui peut apporter
énormément de valeur s'il est sur le terrain. Et raison pour laquelle je pousse tout le temps, j'encourage mes équipes, tout le temps, il faut être sur le terrain, parce que la seule manière on va gagner la crédibilité pour challenger le business et quand on a une compréhension, bonne compréhension du business, on comprend les défis, on est beaucoup plus crédible pour apporter la vraie valeur pour le business. Donc, j'ai eu la chance d'être un CFO, le premier CFO avec toute humilité, non français, pour un groupe qui a une histoire de 350 ans, qui n'était pas évident. C'est la vérité. Quand on m'a proposé ce job, j'étais pas très à l'aise. Parce que quand même, pour un Indien, pour être un CFO, un groupe qui a une histoire, toujours un CFO, il faut être un polytechnique, ENA. C'est ça, en France, c'est assez classique. Et un passage à l'administration, voilà, le troisième. Et j'ai rien à voir avec ça. Donc je vais faire, est-ce que je vais vraiment réussir? C'est pas question de juste réussir, je voulais être sûr que je vais apporter quelque chose. Parce que si on prend un job sans savoir si on est capable d'apporter, c'est pas honnête. Voilà, raison pour laquelle j'ai eu un vrai échange avec Pierre-André et finalement il m'a convaincu que je peux apporter beaucoup de choses pour le groupe parce qu'il y avait vraie volonté de transformer le groupe et bouger beaucoup de choses avec Benoît Bazin qui était nommé en même temps. Donc depuis 5 ans, on a vraiment changé le groupe de manière profonde. Vous pouvez voir la vraie culture de cash, vous pouvez voir la vraie culture de création de valeur. Tout le temps, comment il faut réfléchir sur l'allocation de capital. Et historiquement, on avait toujours dit le rôle de financier, c'est vraiment le rôle de gardien des actifs. Après avoir cette expérience depuis 5 ans, j'ai dit le rôle de financier, c'est vraiment le rôle de création de valeur. Un financier doit tout le temps penser où il faut investir l'argent, où on va récupérer plus d'argent. C'est ça, la création de valeur devient un point très important pour Saint-Gobain. Quelques mots sur Saint-Gobain, c'est vrai que je suis fier d'être chez Saint-Gobain depuis 30 ans. Je continuerai chez Saint-Gobain. Si vous n'avez pas visité le tour Saint-Gobain, je vous invite parce que c'est une tour, un vrai showroom de Saint-Gobain parce qu'on a construit avec 80 solutions de Saint-Gobain. On l'a vu tout à l'heure dans l'art oratoire, c'est aussi très agréable de parler à une salle pleine. Encore une fois, on sait que c'est compliqué de mobiliser toute une journée pour venir à ce genre d'événement, mais je crois que ça valait vraiment la peine. Et on peut saluer encore tous les organisateurs pour la qualité de cette journée. Tout de suite, je vous propose de passer au prix du directeur financier et prix du jeune financier, en démarrant par le jeune financier. Et sans plus attendre, pour le mot d'ouverture, je vous propose d'accueillir Philippe Audouin, c'est le président du jury pour cette édition 2023. Philippe, c'est à vous. Merci Fabrice, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue pour ce temps fort de Financium, la 24e édition du prix du directeur financier de l'année. Créé en 2000 par la DFCG, puis enrichi en 2015 avec le prix du jeune financier dont Fabrice nous parlait à l'instant, cet événement marque chaque année par son professionnalisme et son rayonnement la profession de directeur financier. Nous allons découvrir dans un instant les lauréats de ce prix, mais avant cela, je veux rendre hommage à notre jury qui est largement présent ici au premier rang, composé d'éminents professionnels, anciens lauréats et directeurs financiers. Chers amis du jury, votre expertise, votre engagement, votre rigueur, votre jugement et votre dévouement marquent chaque année le prix et permettent d'être ce qu'il est devenu et ce qu'il reste. Car les choix du jury résultent d'un processus rigoureux qui se déroule en 3 temps. Celui-ci commence par la revue d'une liste de candidats potentiels préparée
avec l'aide de nos partenaires qui vont se présenter à vous dans un instant et que je tiens à remercier tout particulièrement ce soir. Cette première réunion du jury permet de sélectionner au sein de cette liste initiale les candidats qui nous paraissent potentiels à ce stade, qui nous paraissent les plus méritants, et de leur proposer formellement de candidater et de remplir un dossier. Permettez-moi à ce stade de rappeler que nous ne primons pas une entreprise, nous ne primons pas une opération financière, le Club des 30 fait ça très bien, nous primons un candidat pour l'ensemble de son parcours, une personne. Lors de la seconde réunion du jury, le jury va revoir en détail les dossiers qui ont été remontés et sélectionner parmi ceux-ci ceux qu'il souhaitera auditionner lors de sa troisième réunion. Ces auditions ont lieu effectivement en présentiel et se composent d'un temps de présentation du candidat et d'un temps de questions-réponses. C'est évidemment un temps fort pour le jury et le choix final est arrêté à l'issue de ces auditions. Dans un instant, vous allez ainsi découvrir les directeurs financiers qui, chacun dans son domaine, représentent l'excellence de notre profession et que je félicite par avance pour leur talent, pour leur mérite, pour leur parcours, pour leur réalisation. Bienvenue donc pour cette célébration. Merci à vous tous pour votre participation et votre contribution à cet événement. Et sans plus tarder, je repasse la parole à Fabrice pour la suite de nos événements. Merci Philippe. Voilà, Philippe dont la voix compte bien évidemment dans le choix définitif. Alors, on a très peu de temps, on ne va pas réécouter l'ensemble de l'œuvre de chacun des directeurs financiers, les jeunes comme les plus anciens. On va simplement entendre des pitchs, la présentation du partenaire, et ensuite le pitch en quelques minutes. Ça vous laissera quand même le temps de vous faire une petite idée. Il n'y aura pas de vote malheureusement du public et on remettra le prix en suivant. Voilà la mécanique qu'on va observer. On va faire monter deux par deux donc le monteur, enfin le sponsor ou plutôt le partenaire. Alors la première paire c'est Vincent Wallner, associé de Grant Alexander, qu'on peut applaudir, et en compagnie de la première candidate c'est Élise Herbst, la directrice administrative et financière d'Electra. Veuillez nous rejoindre. Bonjour Élise. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous pouvez vous mettre bien devant le public. Hein. On a pris des cours cet après-midi, donc on se exactement, droit, le dos droit. Lumière, on regarde l'assistance. Alors, ce que n'a pas précisé, je me permets d'un petit aparté, c'est qu'on ne voit pas tellement en vrai, parce qu'on a des spots dans la figure. On démarre avec vous, Vincent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter Élise, son parcours, et ce qui vous a particulièrement intéressé dans son parcours et ce qu'elle a présenté lors des auditions du jury? Absolument. Alors, je n'aurais pas la prétention de présenter Élise Herbst. En revanche, ce qui m'a assez rapidement frappé quand j'ai pour la première fois parlé avec Élise, c'est son tempérament d'athlète, de compétitrice. Un mindset à la fois doux et volontaire, et ça c'était très marquant. Et puis ce mindset, en fait, je me suis aperçu que ça lui avait permis, au sein de son entreprise Electra, de mettre en œuvre en très peu de temps, en l'espace à peu près de 2 ans, un certain nombre de choses. Alors, elle a accompagné ses dirigeants sur la stratégie de l'entreprise, mais également, elle a mis en place toute une organisation qui a permis à cette entreprise de bien exécuter. Et on sait que l'exécution, pour une entreprise, c'est clé, c'est capital. Et ce mindset, cet état d'esprit, m'a pas mal parlé, parce que nous, chez Pardon. Non, c'est l'autre. Chez Grant Alexander Executive Intérim, pardon, je revenais en arrière. Ce mindset, en fait, on le connaît assez bien. On a développé avec des coachs sportifs un programme qui s'appelle Athlete Thinking et qui permet de définir autour de 9 dimensions de personnalité un certain nombre de traits de caractéristiques de sa personnalité qui permettent, voilà, de s'appuyer en se connaissant mieux sur des points forts. Et voilà, donc j'ai retrouvé ça
chez Élise. Donc voilà, je vous demande d'accueillir avec moi, parce que ça en est une belle incarnation de cet état d'esprit sportif, Élise Herbst. Voilà. Merci pour cette introduction. Je ne sais pas si le micro marche. Oui, allez-y. Alors c'est parti pour le pitch de 3 minutes. Bonsoir à tous, les minutes sont comptées. Je vais commencer par vous dire un mot sur mon parcours puisque je travaille depuis plus de 15 ans dans la finance et dans l'investissement dédié aux actifs réels, d'abord dans l'immobilier et aujourd'hui dans l'infrastructure. Une spécialisation dans le montage de plateformes, de business units, de fonds d'investissement de zéro et donc compétences, expériences que j'ai mis au service du projet Electra depuis 2 ans. 2 ans que je vais essayer de vous résumer en 2 minutes, qui est un challenge en soi déjà. Puisque quand je suis arrivée, j'ai rejoint le projet, nous étions très peu, il n'y avait pas d'activité, pas de station. Aujourd'hui, nous avons 130 stations, ça représente 750 places de recharge électrifiées. Nous sommes plus de 160 dans 8 pays, bientôt plus. Et nous avons pour ambition de développer plus de 2200 stations et 14 500 points de charge d'ici 2030. Et donc, vous l'aurez compris, Electra, c'est un réseau de recharge, de recharge rapide pour véhicules électriques. Et ça consiste en la construction, la détention et la gestion de ces stations. On part d'une recharge en une vingtaine de minutes et on adresse à la fois les professionnels et les particuliers, le grand public. On a voulu vraiment se différencier dans le secteur et révolutionner les infrastructures de recharge, puisqu'il y avait un manque sur le secteur, et ça nécessitait de comprendre les enjeux de recharge électrique sur le secteur urbain, milieu périurbain. Aujourd'hui, on fait aussi des autoroutes qui sont très exigeantes en cahier des charges. Il a fallu comprendre aussi l'importance de la recharge de destination, à savoir nouer des partenariats avec des commerces, des hôtels, des parkings. Et ça voulait dire aussi mettre l'expérience utilisateur et la fiabilité au cœur de nos priorités. Ça voulait dire maîtriser notre technologie, être capable d'être réactif, d'être novateur dans la réservation de la place et un certain nombre d'applicatifs novateurs sur le secteur. Notre business model, c'est quoi? C'est acheter, vendre de l'électricité. On se rémunère aussi sur les travaux, sur la gestion. Et donc, on fournit un service qui est essentiel pour la décarbonation de la mobilité. Quel a été mon rôle en particulier sur ce projet? C'est bien sûr construire une entreprise solide, qui est très demandeuse en CAPEX, donc en capitaux. Construire déjà une entreprise solide, pérenne, qui donne confiance. Ça veut dire construire les aspects corporate, juridiques, financiers, RH. Pour 2, nouer des partenariats financiers stratégiques clés. 3, optimiser les levées de fonds. Et ensuite, permettre de leverager la structure et donc de financer à différents niveaux. Et tout ça en parallèle avec un point transverse qui est important et sur lequel je vais insister, les facteurs ESG extra-financiers qui sont au cœur de nos métiers et au cœur de nos valeurs aujourd'hui. Je finirai par dire qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui est pérenne, qui est durable, qui est en route vers la profitabilité et la taille critique pour nous permettre d'être un leader européen de la recharge électrique. Et donc, un mot, si le temps me permet, pour dire que l'accent du Chief Financial Officer sur la créativité et la vision du futur, l'anticipation. Merci. Merci Élise. Sur le gong, bravo. Voilà pour cette présentation. Alors, vous devez rester sur scène si vous voulez bien. On va appeler alors l'autre candidate qui, je crois malheureusement, n'a pas pu être parmi nous. Je vous demande d'accueillir Gwenaëlle Dogaszewski de Dauphine qui va nous parler du deuxième candidat, Nicolas Roux, le CEO, le DAF de Malte Community. Ça a changé, pardon. Oui. Nicolas. Bien, bonsoir à toutes et à tous. En fait, c'est un running gag pour ceux qui étaient là l'année dernière, puisque Gwenaëlle devait déjà venir, elle n'était pas là, j'avais pris sa place, donc ça devient une habitude. Voilà, donc c'est moi qui vais la représenter ce soir. On accueille Nicolas Berland, bien sûr, voilà. Vous avez... Exactement. C'est vrai qu'on a mis nos tablettes un petit peu. Alors, Nicolas, alors c'est vrai qu'on excuse effectivement Nicolas Roux qui ne peut pas venir, qui ne peut pas être parmi nous, donc à vous. Alors, peut-être pas de pitching, mais on voudrait nous présenter déjà le parcours.
qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans cette candidature? Alors, il faut y aller direct, hein, c'est un CFO super moderne en fait. Hein. Lors de l'audition, il n'était pas là, il était à distance parce que sa femme était sur le point d'accoucher, donc bravo à lui. Et ce soir, il n'est pas là parce qu'elle a accouché. Donc moi, je salue cet engagement. Vous voyez, les temps changent et voilà. Je crois que rien que pour ça, ça mérite notre respect. Donc bravo à lui. Donc Nicolas, c'est le CFO d'une entreprise qui s'appelle Malt, en fait, qui est une plateforme d'intermédiation entre entreprises et freelance. Et c'est donc un projet qui porte des valeurs qui nous sont chères, des valeurs d'innovation, de réussite professionnelle. Pour nos étudiants, c'est un parcours qui est très très inspirant. Il a commencé avec des fonctions de FP&A en fait en entreprise. Ensuite, il a continué en tant que finance manager sur son entreprise. Il a rejoint Malt comme CFO en 2017. Et là, il a vécu une expérience formidable puisqu'il a accompagné en fait une série D avec plus de 60 millions d'euros de budget qui ont été levés. Donc voilà, on a été très très touchés par les valeurs humaines. Hein. Vous voyez, l'anecdote que je vous ai donnée au départ l'illustre assez bien par les valeurs humaines que dégage Nicolas dans sa présentation. Il anime il anime une équipe aussi qui est de finance, qui est multinationale. Il a fait preuve d'une très très grande pédagogie pour nous expliquer son métier, des concepts techniques, des outils de la finance. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tous fait une très bonne présentation pédagogique. Voilà, donc on va l'entendre, je crois qu'il y a un petit film sur lui, non, il me semble. Alors, est-ce qu'on a un film? Est-ce qu'il nous a envoyé une petite vidéo de là où il est? Bonsoir à tous. Alors, je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir, mais je tenais à faire mon pitch, mettre en avant Malt et mettre en avant cette équipe finance dont certains membres sont dans l'audience ce soir. Alors Malt, c'est pas une marque de bière, même si on a dernièrement produit une très bonne petite cuvée sans alcool à l'occasion de nos 10 ans. Malt, c'est une marketplace donc, qui permet la mise en relation entre freelance et consultants indépendants. Donc consultants indépendants dans les domaines de l'IT, stratégie, finance, management de transition, etc. Avec des clients, des sociétés de toute taille, allant de la TPE jusqu'aux grands groupes cotés. Et on travaille notamment beaucoup avec les comptes du CAC 40. Alors moi, j'ai rejoint Malt en 2017 en tant que DAF, premier recrutement finance, à une époque où Malt c'était moins de 40 collaborateurs et Malt était présent uniquement sur le marché français. Alors depuis, la société a grandi, s'est internationalisée, a réalisé sa première opération M&A d'envergure. Et maintenant, l'équipe finance, c'est 25 personnes de 10 nationalités différentes et avec une parfaite répartition femmes-hommes. Et le projet que j'ai présenté au jury il y a quelques semaines, c'est finalement cette formidable aventure de croissance pendant laquelle on est passé de 50 000 à 600 000 freelances sur la plateforme, de 1 à 10 marchés et de 40 à quasiment 700 collaborateurs. Et comment la finance a pu être mise au cœur de ce réacteur de croissance. Et on a eu la chance de contribuer à de nombreux projets sur les dernières années, mais il y en a un en particulier que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est le financement au freelance. Financement au freelance qui permet à ces derniers, lorsqu'ils réalisent un projet sur Malt, d'être payés sous 72 heures, quand bien même le client final, lui, paye à 60 jours, et avec la contrainte de ne pas impacter le BFR de Malt, puisque Malt n'aurait pas la trésorerie nécessaire pour le faire, au vu du volume. Et donc ça, on le réalise grâce à une infrastructure qu'on a développée, qu'on a automatisée, et qui est complètement intégrée à des partenaires de financement, et qui permet à l'heure actuelle le financement de plus de 5000 factures freelance par mois, pour un montant de plus de 40 millions d'euros. Et la raison pour laquelle je voulais le mentionner avec vous ce soir, c'est parce que pour moi, ça symbolise comment une équipe finance, donc une équipe support, peut contribuer à la création de valeur, à l'amélioration d'un produit, d'un service, et le paiement en temps et en heure aux freelances chez Malt, c'est évidemment un service qui est critique pour les freelances. Alors en conclusion, il me reste quelques secondes. Je suis ravi d'être là ce soir et cette nomination pour moi, alors elle récompense une personne, mais pour moi récompense le travail de toute une équipe. C'est ce que vous l'aurez compris, c'est ce que je voulais mettre en avant ce soir, parce qu'on a beau être une société tech où tout va très vite, tout ça, ça ne reste qu'une histoire d'hommes et de femmes qui travaillent et grandissent ensemble au quotidien, et c'est ce que doit récompenser cette nomination. Je vous remercie à tous, bonne soirée. Merci. Merci Nicolas Roux, effectivement, qui a bien sûr parfaitement respecté le timing. Ça, c'est... Voilà, pour ceux qui connaissent pas mal, excellente plateforme. C'est vrai que dans beaucoup de métiers freelance, web design, caméraman, des métiers du média, on a recours à Malt. Et c'est vrai que le système de financement est absolument bluffant, puisqu'il y a cette avance de trésorerie, entre guillemets, pour ne pas pénaliser ceux qui ont fait déjà l'émission.
On continue, Nicolas, on continue avec vous. Vous avez la lourde tâche de nous présenter le troisième candidat également. Et on va accueillir tout de suite Clément Thiré, le CEO d'Innovafeed. Même question, Nicolas, qu'est-ce qui vous a séduit dans le parcours, sinon le projet de Clément chez Innovafeed? Alors c'est absolument fascinant de participer à ces auditions parce qu'on a toujours des présentations tous les ans en fait qui sont assez exceptionnelles. Alors dans des styles très très différents, c'est ça qui est assez incroyable. Et Clément, il avait un style très particulier et un positionnement très particulier. Alors positionnement particulier parce qu'il a un parcours qui est atypique en fait pour un CFO. Il est d'abord passé par le CIRI comme secrétaire général du CIRI en s'occupant de restructuration industrielle. Alors voilà, ça c'est assez particulier. Et ensuite, il a changé de casquette, donc une forme de remise en cause qu'il faut saluer pour rejoindre en tant que CFO en fait Innovafeed. Donc déjà, c'est un parcours assez original. Et puis, ce qui était très original dans sa présentation, c'est la façon dont il a abordé le problème. Une très très forte introspection en fait. Moi, j'ai vraiment goûté, mais j'ai apprécié toutes les présentations, hein, mais j'ai vraiment goûté votre présentation. Il y avait une très forte introspection sur qu'est-ce que c'est que d'être directeur financier. Alors, on a l'impression de ne plus être un membre du jury, mais un psychologue en fait qui écoutait en fait un passage et c'était très très intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous de vivre ce genre d'expérience où on a des présentations qui sont très différentes et tout enrichissantes. Alors Clément, il travaille donc, il est CFO d'Innovafeed, qui est une entreprise de biotechnologie qui produit une nouvelle source de protéines issues de l'élevage d'insectes pour la nutrition animale. Et je crois que ce soir c'est vous qui faites le buffet, non? C'est ça pour Là, il n'y a plus personne qui reste. Vous allez vous régaler. Voilà. Donc, voilà. Donc là aussi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté, l'articulation entre votre travail de CFO et puis l'innovation derrière. Quand on est à l'université, quand on est chercheur, on baigne là-dedans à 100% et je trouve ça très très intéressant. Je vous laisse la parole. Merci Clément. Merci beaucoup. Clément, c'est parti pour 3 minutes, votre pitch. Bonsoir à tous et merci pour cette présentation. Je suis donc Clément Thiré, le CFO d'Innovafeed, j'ai 35 ans et ça fait 3 ans que j'ai ce rôle de CFO chez Innovafeed. Donc en quelques mots, Innovafeed, c'est le leader mondial de la production d'ingrédients à partir d'insectes. Donc concrètement, on élève une mouche tropicale qui s'appelle la mouche soldat noir. On l'élève dans des grandes fermes verticales à la pointe de la technologie et on transforme ces insectes en ingrédients durables pour la nutrition animale, en remplacement de farine de poisson, de farine de soja, d'huile tropicale qui, comme vous le savez, sont source de surpêche, de déforestation et d'autres maux environnementaux. Quand j'ai rejoint la société il y a 3 ans, elle comptait un peu moins de 100 salariés, elle opérait uniquement un petit pilote dans le nord de la France et 3 ans plus tard, elle opère la plus grande ferme verticale d'insectes au monde, elle est implantée aux États-Unis, elle compte plus de 400 collaborateurs et elle a signé pour plus d'1 milliard de contrats sur les 10 prochaines années avec le numéro 1 et 2 mondiaux de l'agroalimentaire. Ça a été une sacrée aventure. Et donc, bien sûr, la question de ce soir, qu'est-ce que l'équipe finance a fait en soutien de cette trajectoire assez incroyable? La première chose que mon équipe a faite sous ma direction, ça a été de construire la stratégie financière qui permet de déployer ce projet. Et en fait, dans un business comme le nôtre, qui dit start-up industriel, dit CAPEX, qui dit CAPEX dit besoin en financement important. Et donc l'accès au financement et l'accès à un financement le moins onéreux possible est un facteur clé de compétitivité, est une barrière à l'entrée. Donc il a fallu s'entourer des investisseurs qui étaient capables de soutenir un projet de cette nature. Et en fait, les startups industrielles, c'est un peu une nouvelle classe d'actifs qui est pas si facile à faire financer par le privé parce que la courbe en J, elle est assez profonde et les retours, ils sont assez lointains. Donc il faut trouver les bonnes personnes. Et donc nous, on allait chercher des investisseurs de long terme, des fonds souverains, des investisseurs stratégiques qui, par leur entrée au capital, étaient aussi capables de dérisquer le business pour lui apporter les fonds nécessaires. Il a aussi fallu abaisser le coût du capital et donc pour ça, on est allé chercher de l'endettement. Quand on est une start-up, je pense que Edith ne dira pas l'inverse, c'était pas facile d'aller chercher de la dette. Donc pour moi, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à constituer un pool de prêteurs qui finance une bonne partie de nos CAPEX et qui démontre par là même la confiance qu'ils ont dans le projet et le caractère scalable de notre modèle. Et donc tous ces efforts de stratégie financière se sont conclus par une levée de fonds donc de 300 millions d'euros qu'on a conclu l'année dernière avec des partenaires de premier plan. En parallèle de ça, il a bien sûr fallu construire la fonction finance, donc faire grandir l'équipe, la processer, l'outiller pour produire une donnée financière de qualité sur laquelle on peut se baser pour informer la décision stratégique. Et donc aujourd'hui, avec ces 3 ans de recul et cette trajectoire assez
assez incroyable. Moi, ce que j'en retiens, et je suis très flatté en fait que le jury ait retenu ce projet pour deux raisons, pour deux signaux. Bon, le signal que ça envoie à mon équipe de grande qualité qui fait briller la fonction finance dans l'entreprise, mais aussi le signal que ça envoie à l'écosystème des startups industrielles. J'ai envie de leur dire, je sais que c'est difficile. En fait, une startup industrielle, c'est faire l'Everest par la face nord, c'est vrai, mais quand on a la bonne cordée, je pense que c'est possible. Donc, pour finir, j'ai envie d'envoyer ce message d'espoir et de motivation. La France en a besoin, donc entrepreneurs de startup industrielles, relevez le défi. Merci Clément. Voilà, parfait. Alors, je vais vous demander de rejoindre le centre. Voilà, on n'a pas qu'on voit nos 3 candidats en lice ainsi que leurs parents, entre guillemets. Et je vais demander aussi aux membres du jury voilà, qui sont présents dans la salle de nous rejoindre pour la remise du prix. Avec en particulier eh bien, le lauréat de l'an passé qui va donc remettre le prix. C'est Séverin Henry, le VP Finance de Conto. Voilà, merci aux membres du jury de nous rejoindre, comme ça on va bientôt annoncer. Avancez-vous un petit peu pour la photo finish. C'est vrai, vous étiez à la même place l'an passé, peut-être pas sur une scène aussi grande. J'ai envie de vous poser la question juste avant la remise du prix. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que votre vie a changé? Alors non, je vais être très décevant, mais ma vie n'a pas changé. Elle a continué. Non, ça m'a absolument rien changé dans ma vie, si ce n'est évidemment une superbe reconnaissance qui est apportée par un panel d'experts, de financiers reconnus que j'admire, voilà, et que j'aspire à suivre pour la suite de ma carrière. Donc c'était beaucoup de reconnaissance évidemment personnelle, mais également, et je pense que ça a été mentionné par les 3 candidats, pour le travail que produisent aussi nos équipes au quotidien et sans qui en fait nous ne sommes rien. Et notre travail il n'existe que parce que nous sommes capables de guider, de diriger et de faire grandir nos équipes dans notre sillage. Et pour ça, ça a été une source de très grande fierté, évidemment, de grande motivation pour les équipes. Voilà, et bien écoutez, c'est le moment tant attendu. On va remettre donc ce premier prix de la soirée. Et c'est le grand. Et le nom du vainqueur, c'est marqué dessus. Le nom du vainqueur, c'est Élise Herbst. Élise Herbst. Electra. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux dire un mot. Bien sûr, allez-y. Déjà, je voulais remercier avant toute chose mon équipe qui, en fait, on a tous le même message, mais c'est vrai, qui est en plus présente aujourd'hui pour une bonne partie. Donc merci de m'avoir accompagné ce soir, mais surtout ces dernières années et ces derniers mois, parce que évidemment, sans vous, il n'y a pas de prix ce soir. Merci de m'avoir fait confiance. J'en profite pour dire merci aux fondateurs qui m'ont fait confiance aussi au début. Et puis à nos partenaires financiers qui, encore une fois, nous ont fait confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas ces entreprises industrielles qui sont importantes. On l'a tous en tête, mais importantes pour le pays, pour la France, pour la réindustrialisation, pour le futur. Un futur qu'on veut le plus vert et le plus durable possible. Voilà, merci. J'espère que ça va donner aussi envie. Je suis obligée de mentionner, messieurs, que je suis la seule femme sur cette estrade. J'espère. Seule femme, mais lauréate. Voilà. Je ne pensais pas dire ça ce soir, mais il se trouve que je suis la seule femme. J'espère que ça donnera aussi donnera des vocations aussi pour d'autres financières, parce qu'on en a besoin. Voilà. Voilà, et on applaudit aussi Clément, évidemment, qui est là. Bon, Nicolas n'est pas là. Oui. Voilà, avancez-vous peut-être pour faire la photo. Vous pouvez vous mettre au milieu. Mettez-vous là. C'est bon pour les photos ? On est OK. Eh bien, écoutez, un grand merci. Bravo à tous. Je voulais juste souligner, je vous laisse regagner vos places, chers amis. On va passer au DAF dans un instant. Souligner que, voilà, regardez les 3 prix, en tout cas du jeune financier, on est vraiment dans la transformation et pas seulement la transformation digitale. Bien sûr, Malte, on a parlé de la communauté, ça se passe sur Internet. Des nouvelles façons de se nourrir ou de nourrir les animaux qui vont ensuite nous nourrir. Et puis, bien sûr, eh bien, Electra, les prises électriques, l'électromobilité. On en parle, on est vraiment en prise avec voilà, ces transformations qui sont en cours. En tout cas, un grand merci à tous.
On passe à la deuxième partie, donc le prix du directeur financier. On va garder la même mécanique avec le partenaire et un des candidats qui va pitcher. Un petit peu plus de temps pour l'aspirant au trophée du directeur financier de l'année. Ce sera 5 minutes. Je vous demande d'accueillir tout de suite la première paire. C'est Pascal Redron de 8 Advisory, Managing Partner, et Hilary Maxson, directrice financière, membre du COMEX de Schneider Electric. Elle arrive. Eh bien, on démarre avec vous, vous connaissez l'exercice. Ouais. Désormais. On y va. Bonsoir à tous. Alors, je suis évidemment très honoré au nom des 800 collaborateurs et des 100 associés de 8 Advisory de présenter Hilary, qui est donc directrice financière groupe de Schneider Electric. Alors, chez 8 Advisory, on fait du conseil financier, fiscal, opérationnel dans des situations de transaction, de restructuration, de transformation, dans des contextes nationaux ou internationaux. Et à ce titre, le parcours d'Hilary est tellement impressionnant que j'aurais vraiment été ravi qu'elle fasse partie des associés de 8 Advisory. Je lui envoie un message ce soir et franchement, vous allez voir, je vais vous en dire quelques mots, c'est tout à fait spectaculaire. Alors Hilary, elle est citoyenne américaine, elle est diplômée de l'université Cornell où elle a eu une licence en économie appliquée gestion, un MBA. Avant Schneider Electric, elle a eu un parcours très riche avec des rôles en finance d'entreprise, en marché de capitaux, en évaluation, modélisation financière, en fusion-acquisition bien sûr, en stratégie, en opération, en transformation numérique et dans des secteurs tels que la banque, l'énergie et où elle a officié pendant 12 ans au sein du groupe AES. Elle a une expérience très internationale avec des postes bien sûr aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, au Cameroun. C'était très courageux d'aller là-bas, en Asie et en Europe. Et elle a rejoint Schneider Electric en 2017 et elle est donc directrice financière du groupe depuis 2020 et membre du comité exécutif. Alors, elle est actuellement à la tête d'un grand projet de transformation qui s'appelle One Finance, je n'en dis pas plus, qui implique plus de 4000 collaborateurs de la finance chez Schneider Electric et je pense qu'elle nous en dira quelques mots après. Alors, j'ai juste retenu deux choses dans le cadre de son audition moi, qui m'avaient marqué. La première chose, c'est qu'elle a souligné le fait qu'aujourd'hui, pour elle, la fonction du directeur financier a beaucoup évolué ces dernières années et qu'aujourd'hui, le directeur financier, c'est vraiment le copilote de l'entreprise aux côtés du CEO, parce que certes, il s'occupe des sujets financiers, mais également opérationnels, stratégiques, en matière d'ESG, de gouvernance. La deuxième chose qui est importante aussi, que j'ai retenue dans son discours, c'est que le directeur financier et ses équipes produisent de l'information, ils analysent cette data, mais également ils en sont les garants absolus en termes de qualité, de disponibilité, et je crois que ça c'est essentiel. Enfin, dernier point qui m'a aussi marqué comme tous les membres du jury, c'est qu'Hilary a vraiment une dimension humaine très forte. Elle nous a beaucoup parlé de ses équipes, du fait qu'elle souhaitait qu'ils trouvent un bon équilibre professionnel, notamment pour les parents, pour qui c'est pas toujours facile de gérer à la fois le rôle professionnel et personnel. Donc pour ça, merci beaucoup. Je vous passe la parole. Hilary, c'est à vous. Vous pouvez vous mettre un petit peu plus haut. Et vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. C'est peu, mais c'est le timing. D'accord, merci. Grand désolé, mais je vais parler en anglais. Pardon, I didn't have time to practice in French, so I will speak in English. And quite a bit of what I was going to say, I believe that you may have said in French already. But I'll just speak for a moment on myself, a moment on Schneider, the role of finance in Schneider, which I think is changing, the role of the CFO generally, which I think also is changing quite a bit in the world today, and then a quick closing. And I'll certainly try to keep to the 5 minutes. So I think, as was already mentioned, I'm Hilary Maxson. I'm the CFO of Schneider Electric. Maybe some points that weren't mentioned. I'm married. I live in France today, in Paris, and I have 2 children who do speak French fluently, actually, and go to the French school in CP and CM2.
So I do a lot of French homework, so it's helping me. It's helping me as I go. I did start my career in investment banking. I'm very excited about transition, and I've spent quite a bit of my career after investment banking, almost 20 years in energy, so very focused on the energy transition. Of course, the financial piece of that, but the energy transition. And then I really, really like leading teams. Realistically, I don't actually do too much, actually. It's my team that does everything around me, so that's really what excites me probably on a day-to-day basis. To talk a little bit about Schneider, Schneider is the market leader in energy management and various pieces of industrial automation. We specialize in electrification and digitization in the sectors that we work in. Electrification being a very hot topic today, nowadays, obviously, around the energy transition. Our biggest markets are the US, China, and India. And we are, interesting fact, I would say, if you look at us in software, so just the software that we run, we're among the top 30 software companies in the world. We just spoke at our Capital Markets Day, lots of mega trends in the world going our way. So in fact, we see markets in front of us at plus 6 to 7%. That's a market change for industrial capital goods that for a couple of decades before that grow close to 0%. So really need to adopt a growth culture at the company, and finance has a big role to play to that. In 2020, when I became the group CFO of Schneider, I would say that the finance team at Schneider had a great role in business partnering, already had a seat at the table with business in order to partner. However, we were not able to bring all of the right analytical insights at that time because we had a real difficulty in mastering our data, mastering our systems, mastering our processes. So in 2020, we started a big finance transformation to master our 79 ERPs, our many hundreds of ancillary systems, to really make data as an asset for us at the company and beyond the company. Also looking for automation of internal controls. So we've put together the one finance transformation, bringing together all 4,000 people. We were a bit siloed onto one team, not organizationally, but in mindset, to try to deal with these issues. And our role today, we're really looking as one team to deliver scalable growth for the company, mitigate risk, and build one version of the truth to build trust across Schneider Electric. And I'll just touch 1 minute then on my role as CFO and how that changes. What does it mean to be CFO for me? First and foremost, like any leader, my role is to lead a great team. To lead a great team through big transformations, both in finance and outside of finance. Schneider itself is going through a big business transformation. We have a huge market opportunity in front of us. That means we need to transition to a growth culture. So I need to put all of the elements together in finance, from internal controls to data, to having the right information in the right place with the right people. That's a big transformation, while at the same time partnering with the CEO. He said today that the CFO is the more conservative of the pair that we have, making sure we don't do anything stupid, but at the same time not missing the huge opportunities we have in front of us as a company. So in conclusion, I would say that role of CFO is really transforming. Always we've had a seat at the table, but to really be the owners of data, digitalization within the company, making sure that we do with our information what we need to do to make the right, sometimes a bit more conservative decisions than the CEO, but really drive growth for the company. So I'll stop there. Congrats. Well done. Merci Larry. Voilà, c'est dur de résumer tout ça en un instant. En plus, on est perdu par les super images. En tout cas, on a compris le projet. Un grand merci. On va appeler tout de suite la deuxième équipe, entre guillemets. J'appelle Stéphane Lénès, partner toujours chez 8 Advisory, Managing Partners, et Pascal Chaffard, directeur général adjoint finance, performance et stratégie de la Française des Jeux. Je vous en prie.
Stéphane, on démarre bien sûr avec vous. Qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours et dans la présentation de Pascal? C'était il y a quelques jours. Alors, en fait, c'est assez marrant parce que depuis qu'on est cet après-midi avec vous, on a entendu un certain nombre de sujets qui résonnent forcément pour Eight Advisory, puisque moi je porte une équipe qui est dotée d'une centaine de personnes qui intervient spécifiquement sur tous les sujets à destination du CFO. Donc tout à l'heure on a parlé de trésorerie, c'est un sujet qu'on traite, on a parlé d'IA, c'est un sujet qu'on traite. Pascal va parler d'un certain nombre de sujets de transformation et c'est des sujets qu'on traite aussi, donc ça veut dire que tous ces sujets-là, on les traite au quotidien et donc c'est pour ça que je me sens un peu comme un poisson dans l'eau. Mais surtout, ce qui est l'important aujourd'hui, c'est Pascal. Et donc, ce qui m'a, moi, marqué le plus dans le parcours de Pascal, c'est qu'en fait, il a fait 23 ans, si je ne me trompe pas, chez la Française des Jeux. Mais il est passé par plein de postes différents. Et en fait, il n'a pas dû s'ennuyer puisqu'il a fait du contrôle de gestion, du marketing, de la stratégie, de la transformation. Et aujourd'hui, il est directeur général en charge de tous ces sujets-là. Il a surtout accompagné, et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est l'énergie qu'il nous a transmise le jour de sa présentation. Et il a un maillot sur lui avec un logo FDJ, ça c'est clair. Et donc le sujet c'est comment tu nous fais passer ça maintenant et comment tu nous expliques tout ce que tu as fait pour faire passer de l'ancienne Française des Jeux vers la nouvelle Française des Jeux. Et donc je te passe la parole pour que tu illustres tout ça à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout ça en 5 minutes. Donc je me suis fait un peu aider par des papiers parce que je suis très bavard. Le gong va retentir et c'est parti effectivement pour le pitch de 5 minutes. Ok, ça marche. Donc bonjour à tous. Je suis vraiment ravi et très honoré d'avoir l'opportunité aujourd'hui de mettre en avant mon entreprise et également le travail des équipes finance. C'était dit avant, mais les équipes, c'est très important. Alors d'abord, peut-être quelques mots sur FDJ. C'est un des leaders mondiaux des jeux d'argent et de hasard. C'est le leader en France avec un peu plus de 20 milliards de mises, 25 millions de clients, dont 5 millions en digital. C'est 30 000 points de vente. C'est le plus large réseau de France. FDJ a été privatisée et est cotée maintenant à la Bourse de Paris depuis fin 2019. Elle fait partie du SBF 120. Sa capitalisation boursière est de un peu plus de 6 milliards. Et le chiffre d'affaires, c'est plus de 2,5 milliards et l'EBITDA de environ 600 millions. Alors c'est un groupe à taille humaine, on est 3000 environ, mais qui fait en fait vivre une filière de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le track record de FDJ, c'est de la croissance continue, de l'innovation. C'est un groupe de tech, parce qu'en fait, on ne le sait peut-être pas assez, mais derrière le jeu, c'est du digital et de la tech. Le groupe a aujourd'hui une ambition forte de développement à l'international, qui s'est concrétisée cette année avec l'acquisition de la loterie irlandaise. Alors FDJ, c'est aussi un groupe très engagé. Nous nous sommes dotés d'une raison d'être dans nos statuts. FDJ, c'est un leader en matière d'ESG. On est classé dans les 20 entreprises les mieux notées parmi les plus de 5000 qui sont notées par Moody's ESG. Alors, me concernant, ça a été un petit peu dit, mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière au sein du groupe FDJ. J'ai exercé plusieurs métiers, des responsabilités variées, j'y reviens pas. J'ai alterné des postes plutôt de type finance ou stratégie et des postes plus opérationnels. Je me mettais directeur marketing pendant quelques années. Alors, mon fil rouge a quand même été les fonctions financières, hein, et ce qui me définit le mieux sans doute aujourd'hui, c'est la transformation. Alors en effet, le groupe FDJ s'est beaucoup transformé, il a beaucoup grandi et j'ai eu la chance de l'accompagner dans toutes ces transformations, comme notamment l'ouverture à la concurrence d'une partie de son activité ou encore la privatisation et aujourd'hui son internationalisation. Alors j'ai en charge la finance, les achats, le pilotage de la performance, la stratégie, l'innovation, ce qui me donne et donne à mes équipes tous les leviers pour transformer le groupe de l'amont, de la définition de la stratégie, jusqu'à l'aval, le pilotage de son exécution. Alors, je voulais peut-être revenir aujourd'hui un petit peu sur une transformation majeure que le groupe a connue ces dernières années, que j'ai eu l'immense chance de conduire. C'est le passage d'une entreprise publique à une entreprise privée et cotée. Alors, c'est un projet de 3 ans qui a mobilisé plusieurs centaines de personnes et profondément changé le destin du groupe. Alors la partie visible de ce projet, c'est les 6 derniers mois, c'est l'exécution de l'opération qui ont abouti à la cotation qui a été mise en place il y a à peu près tout juste 4 ans d'ailleurs. L'opération, elle a été un très grand succès. Elle a été sursouscrite 9 fois pour les professionnels, 3 fois pour le retail. Et il y a 90% des salariés qui y ont participé et on a pu pricer l'IPO au plus haut de la fourchette. Alors ça a été la plus grosse IPO
et privatisation en France depuis 2005, et la plus grosse aussi IPO dans le secteur des jeux d'argent dans le monde. Alors je voulais plutôt insister ce soir sur le travail de l'ombre qui a duré plus de 2 ans et demi de préparation, et en particulier saisir cette opportunité pour remercier les équipes qui l'ont piloté. Alors, on a mené 3 chantiers majeurs. Le premier, c'était préparer le groupe, travailler sur sa stratégie, son equity story, sa gouvernance, son modèle opérationnel, son organisation, ses KPI, etc. Le deuxième gros chantier, c'était évidemment de transformer la fonction finance pour la porter au meilleur niveau, au niveau des meilleures pratiques de place. Et j'ai eu la chance de pouvoir constituer à ce moment-là une équipe que j'appelle ma Dream Team, qui a été en capacité de relever ces défis. Et le troisième chantier, c'était de refondre le cadre réglementaire et fiscal. Ça, c'est beaucoup moins connu, mais on a dû aussi revoir l'ensemble des textes qui régissent une activité très régulée. Alors ça a été une aventure professionnelle unique, mais ça a été aussi et surtout une aventure humaine formidable avec une équipe qui a porté le projet et grandi avec lui. La qualité de notre travail de transformation, elle a été validée finalement très vite après l'IPO, puisqu'on est passé sans transition de l'euphorie du succès à la crise Covid. C'était quand même une bonne chose, enfin pas la crise Covid, puisqu'on a pu très bien passer cette crise grâce à la transformation qu'on avait menée. Et les équipes finances ont été à la manœuvre, et même on a réussi à préserver les EBITDA et même augmenter le taux de marge dans une année 2020 qui était marquée par 10% de baisse de notre chiffre d'affaires. Alors peut-être pour terminer, ensuite le groupe a continué à grandir avec l'accélération de sa digitalisation, sa croissance dans le online gaming et puis le début de son internationalisation, je le disais au début. À chaque fois, la finance, elle a été le catalyste de ces changements, le business partner, le fer de lance de la transformation, y compris culturelle, et je suis très fier de ça. Si on prend un exemple comme l'ESG, aujourd'hui, la finance au sens large, elle a pris en main le bouleversement de ce levier majeur. Je termine, j'en ai pour une phrase. Donc ce que je voulais, c'est à nouveau remercier le jury de m'avoir permis d'intervenir ce soir au milieu d'un plateau extrêmement relevé, donc c'est très valorisant, pour aussi valoriser le travail des équipes de FDJ qui ont non seulement parfaitement réussi l'opération de privatisation, mais le run, c'est-à-dire dans la durée, le faire fonctionner ensuite, et même par gros temps, en continuer à transformer en profondeur le groupe sans qu'il en perde son âme. Merci de votre attention. Merci Pascal. Eh oui, ça déconcentre ce petit gong. Merci pour cette présentation. On vous retrouve dans un instant. Merci beaucoup. On continue avec la présentation et les pitchs, dernier pitch de la journée d'ailleurs. On va écouter dans un instant Natarajan Sridhar, c'est le groupe Chief Financial Officer de Saint-Gobain, on va peut-être entendre de nouveau en anglais, et il est accompagné par Grégoire Borin, associé chez Grant Alexander. Grégoire. Bonsoir Fabrice, bonsoir tout le monde. Sridhar, Natarajan. Welcome. Alors 60 secondes pour présenter un CFO aussi international que Sridhar, c'est presque une mission impossible. Je ne m'appelle pas Ethan Hunt, mais je vais quand même essayer de relever le défi. Moi je suis ravi d'accompagner Sridhar parce que l'international, voilà, depuis que j'ai démarré ma carrière dans le domaine de l'approche directe en finance d'entreprise, c'est un peu my special cup of tea, c'est un peu mon dada. Et ça tombe bien, puisque Grant Alexander, depuis janvier 2022, a rejoint un réseau international fédérant 50 cabinets, possédant 90 bureaux dans le monde et baptisé Intersearch. Voilà pour le contexte. Alors, présenter Sridhar, pour moi, c'est présenter évidemment un CFO d'origine indienne et un CFO qui est l'illustration parfaite de la mondialisation du marché des talents. Sridhar, c'est un parcours mono-employeur. Sridhar a démarré sa carrière en 1994 au sein de Saint-Gobain. Donc il affiche au compteur presque 30 ans de fidélité à la même paroisse. Et je trouve cela d'autant plus remarquable qu'aujourd'hui, nos jeunes financiers s'impatientent au bout d'1 an et demi, 2 ans, réclament un avancement professionnel. Et s'ils ne sont pas satisfaits, vont voir ailleurs. On peut faire des très belles carrières en restant fidèle au même employeur. Et ça, c'est absolument remarquable. C'est une caractéristique de Sridhar qui est quelqu'un d'extrêmement loyal, intègre et dédié. Le parcours de Sridhar, en fait, comprend 2 allers-retours que j'ai trouvé très stratégiques entre son pays d'origine, l'Inde, et la France. Et ces allers-retours lui ont permis à chaque fois de s'exposer au top management français,
de se faire connaître au sein du siège et du top management, mais aussi, je pense, de s'approprier à la fois nos idiomes, notre magnifique langue française et toute notre complexité culturelle. Et ça, Sridhar l'a fait avec un talent démesuré. Voilà. Et son deuxième retour en France est absolument gagnant. Sridhar revient en France en 2018 en qualité de CFO de la Business Unit High Performance Material. J'y suis arrivé. Et un an plus tard, Pierre-André de Chalandard va venir trouver Sridhar pour lui proposer de devenir groupe CFO. Et là, Sridhar a l'humilité de nous dire « J'ai hésité, je me suis demandé pourquoi moi ?» Et puis j'ai fini par accepter. Voilà. Et ça, c'est toute la personnalité de Sridhar. Voilà, qui est authentique, qui est un homme, moi, qui m'a profondément touché. Depuis le tout premier appel téléphonique où j'ai été accueilli avec une bienveillance et une cordialité rarissime, depuis son accueil au 35e étage de la Tour Saint-Gobain, ça aussi, je ne l'oublierai pas, un accueil cordial, une visite du 37e étage pour me montrer à quel point Saint-Gobain était devenu un groupe qui transformait l'habitat, visite formidable. Et puis effectivement, une audition qui a été remarquable parce que Sridhar a accepté d'interrompre un voyage d'affaires en Inde pour revenir pour cette audition, pour nous voir en chair et en os et pour nous convaincre. Et en plus, il avait la mauvaise place, puisque c'était le 6e et dernier candidat de la journée. Donc autant vous dire que nous, jury, on était quand même un petit peu cuits, un petit peu sur les rotules, et que Sridhar, il est rentré dans cette salle d'audition comme un taureau dans l'arène, avec son grand sourire, avec sa poignée de main cordiale, et il nous a réveillés, il nous a embarqués, il nous a séduits, il nous a comblés. Bon, Grégoire, c'est bien vendu. Voilà. Merci, on a envie de vous écouter. Ça vous met un petit peu la pression. 5 minutes, Sridhar, pour compléter le parcours. French, English? On m'a dit qu'il faut absolument parler en français. Ah, très bien. Bravo. Sincèrement, quand j'ai eu Hilary, elle était en train de parler en anglais, j'étais tenté de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai pas la flexibilité? Bon, écoutez, j'ai rien préparé parce que après avoir écouté Grégoire, j'ai rien à ajouter. Bon, quand même, quand je suis là ici, donc j'ai dit 2 mots. C'est vrai que je rejoins Saint-Gobain il y a 30 ans comme un contrôleur de gestion dans une usine en Inde. Et quand j'étais là, je suis venu chez Saint-Gobain. En réalité, j'ai pensé que peut-être c'est 3 ans comme un jeune contrôleur qui va rester, apprendre et bouger. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Saint-Gobain m'a donné une expérience très riche que j'avais pas le temps pour réfléchir l'alternative et j'étais resté depuis 30 ans chez Saint-Gobain. Une expérience très riche, y compris 2 fois d'expatriation, Grégoire a déjà dit, et aussi un job opérationnel, j'étais DG pour 8 ans, qui m'a appris énormément comment on gère le business, qui m'a aussi permis pour réorienter le rôle de financier. Parce que le financier, c'est vraiment un rôle stratégique, un colonne vertébrale de société. Un financier qui peut apporter énormément de valeur s'il est sur le terrain. Et raison pour laquelle je pousse tout le temps, j'encourage mes équipes, tout le temps, il faut être sur le terrain, parce que la seule manière on va gagner la crédibilité pour challenger le business et quand on a une compréhension, bonne compréhension du business, on comprend les défis, on est beaucoup plus crédible pour apporter la vraie valeur pour le business. Donc, j'ai eu la chance d'être un CFO, le premier CFO avec toute humilité, non français, pour un groupe qui a une histoire de 350 ans, qui n'était pas évident, c'est la vérité. Quand on m'a proposé ce job, j'étais pas très à l'aise. Parce que quand même, pour un Indien, pour être un CFO, un groupe qui a une histoire, toujours un CFO, il faut être un Polytechnique, ENA. C'est ça, en France, c'est assez classique. Et un passage à l'administration, voilà, le 3e. Et j'ai rien à voir avec ça. Donc je vais faire, est-ce que je vais vraiment réussir? C'est pas question de juste réussir, je voulais être sûr
que je vais apporter quelque chose. Parce que si on prend un job sans savoir si on est capable d'apporter, ce n'est pas honnête. Voilà. Raison pour laquelle j'ai eu un vrai échange avec Pierre-André. Et finalement, il m'a convaincu que je peux apporter beaucoup de choses pour le groupe parce qu'il y avait vraie volonté de transformer le groupe et bouger beaucoup de choses avec Benoît Bazin qui était nommé en même temps. Donc, depuis 5 ans, on a vraiment changé le groupe de manière profonde. Vous pouvez voir la vraie culture de cash, vous pouvez voir la vraie culture de création de valeur. Tout le temps, comment il faut réfléchir sur l'allocation de capital. Et historiquement, on avait toujours dit le rôle de financier, c'est vraiment le rôle de gardien des actifs. Après avoir cette expérience depuis 5 ans, j'ai dit le rôle de financier, c'est vraiment le rôle de création de valeur. Un financier doit tout le temps penser où il faut investir l'argent, où on va récupérer plus d'argent. C'est ça, la création de valeur devient un point très important pour Saint-Gobain. Quelques mots sur Saint-Gobain. C'est vrai que je suis fier d'être chez Saint-Gobain depuis 30 ans. Je continuerai chez Saint-Gobain. Si vous n'avez pas visité le tour Saint-Gobain, je vous invite parce que c'est une tour, un vrai showroom de Saint-Gobain parce qu'on a construit avec 80 solutions de Saint-Gobain. Vous allez voir vous-même, vous allez avoir une expérience. On peut avoir un bâtiment passif sans avoir vraiment l'efficacité de l'électricité. Vous allez vivre vous-même. Donc, Saint-Gobain, le vrai leader de construction durable. Merci à tous. Ben voilà. L'invitation est lancée. Merci Sreedhar. On connaissait Sundar Pichai chez Google, on connaît Satya Nadella chez Microsoft. Enfin, ce sont des CEO. Il faut compter maintenant avec Sreedhar. Je demande tout de suite aux membres du jury et les autres candidats de remonter sur scène pour la remise des prix, s'il vous plaît. Et je vais tout de suite passer la parole à Xavier Gers, c'est le directeur exécutif et groupe en charge de la direction financière du groupe EDF. Xavier, un petit mot pour la remise du premier prix, puisqu'il y aura deux prix spéciaux, et la remise des prix du directeur financier 2023. Venez les candidats, Hilary, bien au milieu. Voilà. Xavier, peut-être un petit mot sur les présentations qui ont été faites. C'est pas évident, c'est à chaud comme ça, mais on a 3 effectivement très très beaux candidats et je sais que les discussions étaient compliquées au sein du jury pour les départager. On va un petit mot peut-être déjà une première réaction, ce que vous avez entendu. Bien volontiers. Je pense que nous avons tous été très frappés d'abord par la grande qualité et le grand engagement de Sreedhar, d'Hilary, de Pascal, et que je crois que nous avons vraiment beaucoup de chance ce soir d'avoir ainsi un choix à exprimer et à restituer parmi ces 3 personnalités exceptionnelles de notre profession. Je crois que nous avons aussi été très frappés par la diversité de leur parcours. Hilary a un parcours qui lui a permis véritablement de connaître de très nombreuses entreprises. Pascal et Sreedhar se sont davantage concentrés sur une entreprise et qu'ils ont transformé. Les 3 d'ailleurs de nos candidats finalistes ont transformé véritablement leurs entreprises. Et puis je crois aussi, 3e point, que tous les 3 incarnent véritablement ce que notre profession fait de mieux. En termes de transformation des entreprises, en termes de vision véritablement stratégique et en termes de projection de leur groupe à l'égard de toutes les parties prenantes. Moi, ça m'a frappé aussi ce soir. Hilary, Pascal, et j'ai accompagné également Pascal en tant que président du comité d'audit pour ma part depuis quelques années de FDJ, et donc je peux en apporter aussi un témoignage direct, et Sreedhar. Tous les 3 projettent leur entreprise
dans leur écosystème. Et ça, je crois aussi que c'est un rôle très important des CFO aujourd'hui. Donc voilà, moi je voulais en quelques mots les féliciter tous les trois pour leur engagement, leur présentation ce soir, et véritablement leur rendre hommage parce qu'ils représentent notre profession au plus haut niveau. Tout à fait. Pascal, Hilary et Sreedhar, on peut encore une fois les applaudir et on va prendre le premier prix. Premier prix spécial du jury, c'est marqué dessus. Je vous laisse nous donner Merci. le premier prix spécial du jury. Alors le premier prix spécial du jury est pour Pascal Chaffard, la Française des Jeux. On passe au deuxième prix spécial avec Jean-Jacques Morin, est-ce qu'il est là? Jean-Jacques Morin. Un petit mot, même exercice, Jean-Jacques, pour cette... Tout a été dit. Hein. I could do it in English for Hilary, but I think... Je pense qu'en fait, on a des candidats qui sont absolument extraordinaires ce soir, parce que ça a été dit sur le ton de la rigolade, mais en fait, c'est un point super sérieux sur qui sont les directeurs financiers du futur. Et le commentaire sur la formation française, les polytechniciens, les inspecteurs des finances, tout ce qu'on a vécu, je pense qu'en fait, les candidats qu'on a ce soir insufflent un esprit qui est différent. Et cette transformation, elle se passera que parce qu'on a des candidats et des profils qui sont différents. Et donc, un grand hommage en fait à toutes les personnes qui sont présentes. Et le prix spécial du jury donc, va à Hilary Maxson. Il y a un petit peu moins de suspense tout de suite, bien sûr. Philippe Audouin, Emmanuel Millard, je vous laisse donner donc le grand prix du jury. Emmanuel, si vous voulez bien nous rejoindre. Président. Bon, Philippe, je vous laisse quand même annoncer le prix. Voilà, j'annonce, tu remets. Nous avons le plaisir cette année de remettre le grand prix du financier de l'année à Sreedhar Natarajan, pour son travail chez Saint-Gobain et pour l'ensemble de son parcours. Avec les nominés. Hilary, si vous voulez bien avancer. Come here. And Pascal, of course. Voilà, le joueur. Bon, il fallait un gagnant, bien sûr, mais chacun son prix. I don't know if you're familiar with l'école des fans, all the program, but everybody has one tonight. Une réaction? Mais tout d'abord, remercie à vous tous, parce que c'est très touchant que avoir un Indien qui est reconnu en France, c'est quelque chose de très spécial dans ma vie. Donc je profite de cette occasion de remercier mes équipes parce qu'on ne peut pas réussir sans avoir une équipe engagée derrière nous. Et j'ai eu la chance tout le temps dans ma vie, j'ai toujours eu des équipes super sympas, engagées, et la seule raison pour laquelle j'ai réussi toute ma carrière. Et pour un financier, c'est également important d'avoir un patron qui fait confiance, qui utilise les financiers comme un partenaire, qui écoute les financiers, qui a la humilité d'accepter qu'il n'a pas
tout le savoir, il est capable de faire des erreurs, donc c'est mieux d'écouter les financiers. Donc Benoît Bazin, je suis très reconnaissant que la manière dont il travaille, on travaille ensemble en binôme, et c'est un plaisir de travailler avec lui. Et grâce à sa confiance, j'ai pu apporter énormément pour le groupe. Merci encore. Merci Sreedhar. Sreedhar Natarajan. Donc Grand Prix directeur financier de l'année 2023. Un grand merci. Merci aux membres du jury pour avoir bien sûr participé. Merci à vous tous d'avoir participé aussi par vos applaudissements, vos encouragements. Je pense que c'était extrêmement dense aujourd'hui. On continue dans un instant avec le président de la République, François Hollande, qui va être là pour comprendre la nouvelle donne mondiale. On va ouvrir un petit peu les horizons géopolitiques. En tout cas, on l'aura compris, le CFO plus que jamais business partner, en bon français, le DAF plus que jamais partenaire effectivement du business et de la croissance. Un grand merci à tous. La soirée continue avec Emmanuel Cuny qui va avoir le plaisir d'interviewer François Hollande dans un instant. Merci à tous.